583 last way star, way 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now this is the question. Has the red people where you leave? Good detective boat. Working on it. 583 last way star, way 26 left. Radio's down. There's no radar. Et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de Ground Frequency. Et je suis comme d'habitude accompagné de mon acolyte Antoine. Salut Antoine. Salut, bonsoir tout le monde, bonsoir Joris, ravi d'être là, nouvelle fois. Avec grand plaisir comme à chaque fois. Et Alexandre. Eh ben, salut à tous, encore un pur plaisir d'être là aujourd'hui, accompagné de trois belles, magnifiques personnes. Exactement, et en parlant de toutes ces personnes magnifiques, Alexandre, je te laisse présenter notre invité du jour. Le lieutenant François Olympio, qui est avec nous aujourd'hui, il est quelqu'un d'exceptionnel. On va le découvrir. Au sein du CIRPA Air et Espace, donc notamment speaker en meeting aérien. Voilà, s'il y a quelque chose que tu veux rajouter, n'hésite surtout pas. Non, tout d'abord, bonjour à tous les trois. Merci beaucoup pour cette invitation qui me fait particulièrement plaisir. Et pouvoir partager un petit peu ce que je fais, ce qui est devenu mon métier, ce qui était ma passion, puis qui est devenu mon métier avec vous, puis avec les gens qui nous regardent, ça me fait extrêmement plaisir. Donc bonsoir à vous trois et bonsoir aux gens qui nous regardent. Et merci François. Du coup, on t'appelle François ou lieutenant François. Tu préfères quoi ? Je pense qu'on peut m'appeler François. Je pense que c'est très bien comme ça. Bon. Oui. C'est un peu plus civil oui. que militaire. Ok, super. Très bien pour cette petite introduction. On passe à la revue de presse de Joris. Oui, on va attaquer direct. Tour, Effectivement, on va faire un petit tour de la presse de ces 2 dernières semaines, vu qu'on s'est quitté la dernière fois il y a 2 semaines, et avec, vous en doutez, Boeing. On va commencer par Boeing, qui ne cesse de revenir sur le devant de la scène, avec toutes les news dernièrement. Donc, on avait parlé ici de l'accident de la porte du Boeing 737 d'Alaska Airlines, qui s'était décroché en plein vol. Donc il y a quelques semaines, mais il semblerait que les projecteurs mis sur la firme américaine par la presse ne veuillent pas s'éteindre. En effet, donc la semaine dernière, un Boeing 777 perd une de ses roues au décollage en Californie. Bon, une roue de 777, c'est à peu près 250 kg. Projetée en plein vol après le décollage, forcément, c'est venu abîmer quelques voitures. Donc les photos ont fait très rapidement le tour de la presse. En début de cette semaine, nouvel incident, un 787 de LATAM, cette fois, perd plusieurs centaines de pieds. Alors donc là, forcément, quand c'est pas prévu, les passagers pas attachés sont littéralement venus sans plafonner. Donc pas mal de blessés et il paraît qu'il y en a toujours 4 hospitalisés à ce jour. Donc, alors on ne sait pas forcément si c'est une erreur humaine de la part des pilotes qui n'ont pas forcément anticipé des turbulences, si c'est une erreur technique ou autre. Mais bon, l'enquête le dira. Mais cet incident a quand même remis une pièce dans les projecteurs sur Boeing. Et puis enfin, milieu de semaine dernière, un 737 MAX qui a fait une sortie de piste à Houston, alors forcément, ça fait le tour de la presse aussi. Donc Boeing semble vraiment avoir du mal à décrocher les journalistes qui sont accrochés à toutes les news Boeing, et ils sont vraiment pas aidés par le NTSB, donc le bureau d'enquête américain, sa directrice qui avait déclaré qu'il manquait pas mal de pièces que Boeing devait fournir dans les enquêtes, notamment sur la qualité liée au vol d'Alaska Airlines. Donc, comme je leur disais, donc, la qualité de leur sous-traitant Spirit Aerosystems. Et d'ailleurs, il y aurait quelques rumeurs comme quoi Boeing envisagerait de racheter Spirit Aerosystems pour un peu mettre fin à tous leurs problèmes de qualité et avoir beaucoup plus la main sur la production et les coûts. Donc, ce sera un petit peu à suivre dans les prochains mois. Mais il est quand même à noter que les déboires de Boeing ont tendance à un petit peu s'étaler un petit peu sur toute l'industrie. C'est Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, qui disait dernièrement dans une interview que suite au coût de projecteurs mis par la presse sur la certification, les agences de certification étaient quand même beaucoup plus tatillonnes et ils avaient eu beaucoup plus de difficultés à certifier leur tout dernier Falcon 6X. Qui est du coup le premier avion intégralement certifié FAA et EASA depuis le 737 MAX. Donc voilà pour ces petites news Boeing.
Super. Décidément, on verra si dans 2 semaines on a encore une liste d'articles aussi longue. Oui, c'est ça, j'espère pas quand même. Hein, J'espère pas pour eux non plus. J'espère que la presse va se calmer un peu. En plus, c'est pas forcément de leur faute, c'est vraiment que les projecteurs sont mis sur eux en ce moment. Airbus aussi a des problèmes, mais c'est quand même beaucoup moins médiatisé. Donc voilà pour la partie Boeing. Je voulais attirer votre attention sur un article intitulé The Rise of Women in Aviation, publié sur le site de Business Traveler USA. Donc il met en avant l'augmentation du nombre de femmes occupant des postes de PDG dans l'industrie de l'aviation. Alors il cite par exemple Annette Mann, qui est CEO d'Austrian Airlines, Lynn Bolton côté Aer Lingus, Vanessa Hudson côté Qantas, Christine Colville de l'Alliance SkyTeam, et la PDG nouvellement nommée chez JetBlue, Joanna Geraghty, qui est la première femme à prendre la tête d'une compagnie majeure américaine. C'est quand même à souligner. Et j'ai perdu des pages dans ma revue de presse. Merci Antoine. Donc l'article souligne bien que l'aviation a été quand même historiquement dominée par des hommes, et c'est encore le cas, hein, la majorité des CEO de compagnies aériennes sont des hommes, mais il y a quand même un nombre croissant de femmes qui prennent les rênes des plus grandes compagnies aériennes du monde. On en a quelques exemples à l'écran. Et donc voilà, on peut retrouver dans l'article les détails des carrières et des aspirations de la PDG de Rwandair, Yvonne Makolo, Anne Rigail côté Air France, Marjane Rintel côté KLM, donc en Europe on est quand même plutôt des exemples, ou côté Japon, Mitsuko Totori de la CEO de Japan Airlines. Voilà, sur les plus grandes femmes, les plus puissantes de l'industrie et du transport aérien. News suivante, si vous le voulez bien. Très bien. Avec plaisir. Vous n'avez pas pu le louper sur les réseaux sociaux. C'est les 50 ans de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Donc ADP, Paris Aéroport, fait pas mal de communication là-dessus. Donc il y a 50 ans, l'aéroport de Charles de Gaulle ouvrait ses portes aux voyageurs. Et donc depuis, l'aéroport est vraiment devenu un monument du transport aérien mondial, un des plus gros hubs d'Europe. Et parmi les plus gros du monde. Et donc pour célébrer cet anniversaire, il y a une exposition qui est organisée à la Cité de l'Architecture à Paris, qui met en avant le travail de l'architecte en chef d'Aéroport de Paris, Paul Andreu, qui donc a conçu le tout premier terminal, le Terminal 1, qui d'ailleurs a été rénové récemment et a réouvert récemment. Inauguré en 1974, et il me semble à confirmer que Paul Andreu n'avait que 26 ans quand il a commencé le dessin du Terminal 1, donc une jeune pépite. Donc cette exposition, elle retrace également l'histoire de Charles de Gaulle, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, et met vraiment en avant les évolutions de l'aéroport. On voit que Air France a aussi pas mal communiqué dans la vidéo que vous pouvez voir à l'écran, sur Air France qui est présente à Charles de Gaulle depuis ses tout débuts. Voilà pour les news. Super, c'était très intéressant. Tu avais quelques petites news un peu plus courtes en plus, c'est ça? Quelques brèves, Quelques bien petites sûr, brèves. je vous ai préparé quelques brèves. Alors, côté commande, la commande astronomique d'American Airlines, 450 avions, 85 Airbus 321neo et tout autant de Boeing 737 MAX 10, mais également 90 Embraer auprès du constructeur brésilien. Une autre brève, donc du côté de La Rochelle, cette fois, en France, Elixir Aircraft, qui après avoir terminé sa levée de fonds de 13 millions d'euros, vient d'avoir le feu vert pour la construction de sa toute nouvelle usine, de sa future usine, fin des travaux prévus 2026, et l'usine pourra accueillir jusqu'à 500 salariés. Alors, sachant qu'aujourd'hui ils sont plutôt autour des 150 salariés, on sent quand même une grande montée en cadence dans la production de leurs avions. Côté militaire, parce qu'il faut bien un peu de militaire pour faire plaisir à Alexandre. Merci beaucoup, Et Joris. notre invité, j'en doute pas. Le lancement dernièrement de l'exercice Volfa 2024, du 11 au 29 mars, sur la base de Mont-de-Marsan, donc qui est une opération interarmée internationale de l'armée de l'air, où du coup il y a la Grèce, le Canada, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. Tu les as tous, bravo. C'est bon, ça, fantastique. Donc ceux qui sont dans le coin de Mont-de-Marsan devraient voir plein de jets étrangers et des rafales grecques, du coup. C'est ce qui est à l'écran. Donc au-dessus de vos têtes. Une autre petite brève, alors Airbus qui a dévoilé le prototype de son taxi volant, le City Airbus Next Gen, on le voit partiellement à l'écran, donc avec son premier vol qui est prévu, voilà,
on le voit bien, en 2024. Donc il y a toute une vidéo que vous pouvez trouver sur internet sur ce prototype qui devrait voler prochainement. Et enfin, alors toujours côté voilure tournante, au salon californien Heli Expo 2024, centré sur les hélicoptères. Donc, les constructeurs ont pu faire le plein de commandes. Airbus Hélico, pour commencer, repart avec 120 engagements, dont 40 fermes, notamment grâce à l'opérateur saoudien The Helicopter Company. Mais c'est clairement le constructeur italien Leonardo qui rafle la mise avec 130 engagements, donc qui bat légèrement Airbus Hélicoptère. Alors on peut avoir l'habitude de commandes énormes d'avions commerciaux côté Boeing ou Airbus, on a parlé de 450 côté American Airlines. American Airlines, merci. Mais pour le monde des hélicoptères, ressortir d'un salon comme celui-ci avec plus d'une centaine de commandes, c'est quand même une très belle performance. Et voilà, pour les brèves que je vous avais préparées. J'espère que ça vous a plu. C'était du militaire, du top. civil, du militaire. J'essaie de faire Il est vraiment polyvalent ce Joris. C'est ça. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat comme d'habitude. Et avant de revenir à notre invité, je propose de laisser la parole à Antoine qui va nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur, qui peut paraître un petit peu barbant vu de l'extérieur, mais qui est vraiment propre au domaine aéronautique et qui le passionne. C'est la certification. Allez, justement, tu en parlais dans ta revue de presse avec Boeing et ses déboires. On en entend beaucoup parler dans la presse des relations entre les États et leurs organismes de certification et les constructeurs. Donc voilà, je tenais à remettre un petit peu les choses à plat et vous expliquer comment ça se passe, la certification d'un avion, et après aussi comment ça se passe dans sa vie opérationnelle. Donc voilà, effectivement, ça peut paraître un petit peu, faire un peu peur de l'extérieur, mais en fait c'est tout simple. Et ça s'explique plutôt bien en un temps record. Attention, c'est parti. Donc, tout d'abord, on va se placer dans une petite situation. On va prendre une entreprise qui a une bonne idée, elle veut concevoir un avion. Donc, c'est à la fois le concevoir, le fabriquer et ensuite le commercialiser. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alors, la première étape, ça va être de regarder les pays dans lesquels elle veut commercialiser son avion, puisque chaque pays est responsable de certifier les appareils. Donc, il faut savoir que chaque pays va avoir un organisme de certification, mais il y a quand même deux organismes majeurs, c'est l'AFA aux États-Unis et l'EASA pour l'Europe. Donc dans l'idée, les États membres ont délégué cette partie de leur responsabilité à l'EASA, qui va donc gérer la certification de tous les appareils pour l'Europe. Donc une fois que vous avez décidé de vous dire « Ok, mon avion, j'ai envie qu'il vole un peu partout dans le monde, il va falloir qu'il réponde aux normes de l'AFA, donc aux États-Unis, et de l'EASA en Europe », il suffit de regarder les textes parce que ces organismes ont publié des normes qui sont accessibles. Même vous, si vous avez envie d'aller voir sur internet, les textes sont en libre accès. Et vous allez avoir une multitude de textes parce qu'effectivement, on ne va pas avoir les mêmes contraintes pour un petit avion de 4 places d'aéroclub que pour un avion, un Boeing, un Airbus de plusieurs centaines de places. On n'a pas non plus les mêmes contraintes pour un hélicoptère. Voilà, il y a vraiment une multitude de textes adaptés à chaque type d'appareil. Et en fonction de la taille, par exemple, on va avoir des contraintes différentes. Donc c'est pour ça que certains choisissent de se placer plutôt dans la catégorie haute, par exemple des petits avions, pour éviter d'avoir toutes les contraintes vraiment plus compliquées d'une certification d'un gros appareil. Donc voilà, une fois que vous avez décidé un peu où votre projet, quand vous êtes en avant-projet, vous dites « Ah, mon avion, j'aimerais bien quand même qu'il soit certifié comme les gros », donc c'est par exemple la CS25 en Europe pour les Airbus, les Boeing. Vous pouvez ensuite tout suivre, il y a tout marqué dans les textes, et donc je vais vous détailler un petit peu ça rapidement, mais dans l'idée des matériaux autorisés à la probabilité d'avoir une grosse rafale en vol, en passant par les temps d'évacuation, on entend souvent parler, voilà un avion, on doit pouvoir l'évacuer en tant de minutes, voilà, ça c'est vraiment tout indiqué dans les textes, donc une fois que vous avez positionné votre produit, il suffit de suivre comme ça a été pensé par les organismes de certification, et ça se passe bien. Donc on va regarder un petit peu ces différentes étapes. Donc tout d'abord, il y a la conception. Alors, c'est effectivement la première étape, une fois les premiers dessins faits sur une feuille, ça va être la conception de l'aéronef. Donc pour ça, dans les textes, c'est marqué, les constructeurs aéronautiques doivent avoir des modèles qui répondent aux normes de sécurité et de performance qui sont établies. Donc pour avoir le droit de faire ces modèles et la confiance des autorités dans le fait que ces modèles ont été bien faits, il faut obtenir un DOA. Alors DOA, attention, on commence les acronymes, c'est le Design Organization Approval. C'est vraiment une sorte de premier Graal, par exemple, je pense à toutes les startups qui se lancent et qui veulent, par exemple Aura Aero, les petites structures qui sont en train de grandir. Obtenir le DOA, c'est vraiment une première étape pour après
pouvoir concevoir un avion et avoir montrer patte blanche. Il y a beaucoup d'audits des organismes de certification et une fois qu'on a ce DOA, on montre qu'on a les compétences techniques pour concevoir un avion. Attention, pas fabriquer, ça vient après. Donc c'est une fois qu'on a cette approbation, on montre qu'on est capable de respecter toutes les normes de conception et développement spécifiées. Et si on affiche un résultat sur son avion, on dit bon je tiens ce type de conditions de vol, cet atterrissage par vent de travers, ce genre de choses. L'organisation va dire ok très bien, effectivement on sait que vous savez faire vos calculs. Donc voilà pour la première étape. Alors une fois que on sait faire un avion dans le sens le concevoir, eh bien il faut le tester, il faut le faire voler. Donc il va y avoir la construction des premiers prototypes et des avions d'essai, donc c'est un peu la deuxième partie qui est la fabrication de prototypes et les essais. Donc il va y avoir vraiment de nombreux types d'essais, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être que ce sera une prochaine chronique, mais l'idée il va y avoir des essais au sol, des essais en vol, à la fois de résistance structurelle, mais aussi des essais de tous les systèmes, des tests de performance, parce qu'effectivement on veut que dans certaines conditions, typiquement de la glace, quand on est en condition icing ou ce genre de choses, l'avion tienne, donc il faut vérifier tout ça, et là l'organisme de certification, donc par exemple le ASA ou la FAA, va pouvoir être présente, va pouvoir demander à assister à ces essais. Et c'est un peu cette relation de confiance. On vous ouvre nos portes quand vous venez voir les essais pour vous montrer que oui, on fait les choses bien et quand on vous dit qu'on tient ces conditions, on les tient effectivement et après, vous pourrez certifier notre avion. Donc, une fois que tous ces tests ont été réalisés, les autorités vont tout regarder, les calculs, les résultats d'essais, vont vraiment tout analyser, vont demander des modifications s'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Typiquement, non, on trouve que vous n'avez pas assez de marge ou autre. Il peut y avoir c'est vraiment un échange. C'est pas juste vous respectez pas, on vous donnera pas le certificat. Non, il y a des échanges pour comprendre ce qui se passe. Et à la fin, l'avion est certifié, il peut aller voler. Donc partout dans le monde, si c'est la FAA, le ASA, après il y a certaines déclinaisons dans d'autres parties on pense par exemple au chinois, la CA, qui va aussi autoriser ou pas les avions. Et donc voilà, une fois l'avion a son certificat, il a le droit de voler. Et maintenant, il faut le produire. Et bien même ça, c'est un autre aspect. On le voit avec justement Boeing qui a beaucoup de déboires pour produire ses avions, quelques petits soucis sur les chaînes de production. Et ce qui pose problème, c'est que eux, Boeing, comme les grands constructeurs, ils ont le Production Organization Approval, le POA. Donc je vous ai parlé du DOA tout à l'heure, maintenant c'est le POA. Eh bien oui, parce que pour produire un avion, il faut montrer qu'on sait respecter les processus, qu'on a des organismes de qualité qui vérifient que l'avion est bien construit par rapport à ce qui a été designé et prévu par les bureaux d'études. Donc voilà pour la production. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait les premiers prototypes, c'est pas uniquement pour les tester, on teste aussi toute la capacité à monter en industrialisation. Il faut savoir que oui, on va faire un prototype, mais on teste en même temps tous les outillages, tous les matériaux, toute la manière de faire l'avion. Ça permet après de certifier ce processus. Et quand on a son POA, on s'engage à suivre ce processus pour faire les avions. Et pas mettre une carte bleue pour vérifier l'étanchéité d'un joint de porte comme on a pu le voir dans la presse ces derniers temps. Et donc pour finir rapidement, donc là voilà, maintenant vous avez un avion, il a été bien conçu, il est bien fabriqué, il a été bien testé, et bien il faut l'exploiter. Et bien là, donc je vais passer un petit peu plus rapidement, mais l'idée, même les compagnies aériennes vont devoir demander un certificat de transport aérien pour avoir le droit d'exploiter des avions et de transporter des passagers avec. On ne peut pas dire du jour au lendemain j'achète un avion et j'emmène des passagers. Non, il faut montrer patte blanche et montrer que pareil, on est capable de suivre les processus de maintenance, exploiter l'avion correctement. Donc voilà, encore une fois, c'est très cadré. Et en parlant maintenance, les ateliers de maintenance sont aussi certifiés. C'est pas n'importe qui dans son garage qui va pouvoir maintenir un Airbus A320, on est bien d'accord. Il va falloir montrer qu'on sait identifier les pannes, changer certains types de pièces et fournir toute la documentation pour la traçabilité. Donc voilà, c'est vraiment une chaîne, l'aéronautique, on a un haut niveau de sûreté, c'est pour ça aussi, c'est tous ces processus qui permettent d'avoir des avions très fiables. Et je finirai juste avec une petite note sur le retour d'expérience. Sur les processus de certification, il faut savoir qu'au fil du temps, les documents se sont vraiment densifiés. Par exemple, on pense le Comet, le premier avion de ligne, on considère souvent comme le premier avion de ligne, le De Havilland Comet, qui avait les fameux hublots un petit peu rectangulaires, et ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses dans la certification qui n'existaient pas, à savoir la fatigue des matériaux. Bon là je commence à être un peu barbare, mais l'idée c'est d'avoir des matériaux, on ne les teste pas uniquement une résistance, mais on teste aussi leur durée de vie dans le temps. Et voilà, c'est ce genre de choses qui sont intégrées dans les documents de certification. Dès qu'on voit des choses en aéronautique, on prend tout le retour d'expérience, on le met dans les documents et les futurs avions sont plus fiables. Et voilà pour ma chronique. Merci beaucoup Antoine, effectivement. Et parfois ce sont des incidents ou des accidents
qui vont venir modifier la réglementation. On pense Exactement. notamment que ce soit au 11 septembre qui a rajouté une couche de sécurité pour l'accès au cockpit, ou même au Rio-Paris, au vol 447 d'Air France, qui ont fait évoluer la certification des sons pitot et les procédures des pilotes. Exactement, j'en ai pas parlé, mais la formation des pilotes via les écoles agréées est aussi quelque chose de très cadré, et Extrêmement cadré, tout à bien fait. évidemment. Merci beaucoup. Après cette revue de presse, cette chronique, on va repasser la main à Alexandre pour décortiquer notre invité du jour. Alexandre, à toi. Et ben c'est parti, un petit lancement de jingle. Eh ben super. Eh ben, super. Magnifique jingle. Lieutenant François, tu es adjoint au chef du département événementiel du CIRPA Air et Espace. Est-ce qu'on peut revenir un peu à la genèse, au commencement ? Comment tu peux un peu nous présenter ta passion, comment elle est née et où est-ce que c'est arrivé ? Moi, j'ai eu la chance d'être le fils d'un officier de l'armée de l'air. On dira l'armée de l'air parce que c'était en 93 que je suis né. Et ben, mon père était contrôleur aérien, donc de mutation en mutation, j'ai visité pas mal de tours de contrôle différentes. Et naturellement, on développe une appétence pour l'aéronautique, une appétence pour le domaine militaire. Donc dès que j'ai pu, c'est à savoir à l'âge de 17 ans, je suis devenu réserviste. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Ouais, super. Tu parles donc de la réserve opérationnelle. Est-ce Ouais. que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est, comment tu y es arrivé et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Oui, précisons bien les choses. Aujourd'hui, je suis d'actif. C'est ma 5e année d'actif dans l'armée de l'air. Je suis officier son contrat dans l'armée de l'air et de l'espace. Mais je suis rentré en 2011 en qualité de réserviste. Et il faut savoir que dès l'âge de 17 ans, on peut commencer à faire une formation, une préparation militaire d'initiation à la défense nationale. Et ensuite, à l'âge de 18 ans, on peut faire une formation militaire initiale du réserviste. Il faut savoir qu'il y a des milliers de réservistes dans les armées françaises, notamment dans l'armée de l'air et de l'espace. Et là où je pensais, quand j'étais plus jeune, qu'un réserviste, en fait, c'était quelqu'un qui est un militaire d'actif qui avait terminé sa carrière et qui ensuite faisait de la réserve opérationnelle. En fait, on peut rentrer de manière ab initiale dans la réserve, faire une formation de réserviste et se faire former pour différents métiers. Et en l'occurrence, le mien, pour lequel j'ai été formé et que j'ai exercé pendant 6 ans, moi c'était mon job étudiant en plus, donc c'était super passionnant, c'était agent de piste, agent du péril animalier sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence pendant 6 ans jusqu'en 2016. Ouais, c'est super. Et donc cette mission pendant 7 ans, tu l'as pratiquée dans la réserve. Est-ce que tu as des... j'imagine qu'il y a plein de retours là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais, recommanderais à quelqu'un pour la réserve et quelles seraient les procédures, on va dire, pour devenir réserviste ? Faut y aller. Faut y aller parce qu'en fait, ce qui est super intéressant, et je vais pas prêcher que pour ma paroisse à l'armée de l'air et de l'espace, qu'on a une appétence pour les systèmes de l'armée de terre, pour les systèmes de la marine nationale, même pour les systèmes de la gendarmerie. On peut être réserviste dans la gendarmerie. Il faut y aller. On a la chance d'avoir un ministère des armées qui est super complet, avec autant de métiers différents, j'ai envie de dire qu'il y a presque de personnels différents. Tout ce que je pourrais dire, c'est aller voir dans un centre d'information et de recrutement des forces armées, aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Il faut bien voir, je vais recentrer un petit peu les choses sur l'armée de l'air et de l'espace. Une base aérienne, c'est une véritable petite ville. Certains d'entre vous travaillent sur des aéroports ou sont en contact direct du secteur aéroportuaire. Une base militaire, c'est pareil, sauf que la vocation finale, ce sera la mise en œuvre d'outils de combat, à savoir des avions, des systèmes solaires, etc. etc. Et donc, il y a des tas de métiers, qu'il s'agisse du soutien, qu'il s'agisse des métiers opérationnels. Donc, foncez, et puis au pire, au moins, vous aurez appris un truc dans votre journée. Eh ben merci, c'était vraiment très clair sur ça. Un de tes rôles aujourd'hui, c'est speaker en meeting aérien. Oui. Peux-tu présenter rapidement en quoi ça consiste et surtout un peu nous expliquer le parcours, comment tu es arrivé ici parce que j'imagine qu'il n'y a pas d'école ou de cursus qui te forme à faire un commentaire en meeting aérien. Non, un peu de chance, un peu de rencontre. Soyons honnêtes, en restant humble, mais beaucoup de travail. Mais oui, effectivement, j'ai la chance d'occuper cette fonction. C'est ma 8e saison cette année en qualité de speaker de meeting aérien. Et je vais essayer d'aborder un peu les sujets au fur et à mesure. J'ai toujours été passionné par la simulation aérienne et de manière un peu pêle-mêle dans une petite ville qui s'appelle Melun-Villaroche. Je ne sais pas si tu connais d'ailleurs, justement, toi Antoine, il me semble que tu connais assez bien. Et je faisais des expos là-bas sur la simulation aérienne et j'ai eu la chance de rencontrer un grand monsieur qui s'appelle Pierre Buffet. Et j'ai fait un petit peu d'animation avec lui pour présenter les simulateurs de vol, ce que c'était. Puis après, on parlait un petit peu du musée en général. Et quelques semaines après, il m'a rappelé en disant moi je suis speaker, je suis le speaker du Bourget, je cherche à former des speakers parce que
il n'y a pas de formation, comme tu l'as dit, donc je cherche à former quelqu'un un petit peu avec ma patte, et vous serez plusieurs, hein, tu ne seras pas seul. Et ensuite, si ça te botte, viens avec moi, et puis on verra ce qui se passe. Et forcément, mon sang n'a fait qu'un tour, donc j'ai dit bah oui, avec grand plaisir. J'ai toujours été passionné par l'univers du spectacle aérien, donc par l'aéronautique, mais plus spécifiquement le spectacle aérien. On va voir que, avoir des choses de manière un petit peu personnelle, j'ai grandi dans la région de Salon de Provence, dans la région de la Patrouille de France. Je me souviens en 2003, le meeting aérien des 50 ans de la Patrouille de France. J'étais avec mon père sur les collines à voir ça, et moi c'était... Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce qui se passe ici? Comment faire pour approcher ça de plus près? Et de fil en aiguille, voilà comment c'est passé. Eh ben super. Et donc une fois que tu as rencontré Pierre, Oui. comment s'est passé? Tu parles donc tu es rentré dans l'active. Oui. Comment ça s'est échelonné dans le temps? Tu as commencé où? Alors, à ce moment-là, moi j'étais encore réserviste opérationnel dans l'armée de l'air, en qualité d'agent du péril animalier. Et Pierre m'a dit, tu vas devenir réserviste dans la marine. Et pour apprendre à commenter des meetings aériens, tu vas aller commenter les avions de la marine nationale sur les meetings aériens. Voilà, un micro, demain je t'interroge sur ça et ça, fais des fiches, prépare les avions, prépare les pilotes, et puis on en discute. Et donc j'ai commencé comme ça, en commentant les avions de la marine. Ça a duré quelques saisons, jusqu'à ce que finalement je sois diplômé, parce que j'ai réussi à finir mes études quand même à un moment donné. Et quand j'ai eu mon Master 2, là j'ai fait le choix d'entrer dans l'armée de l'air et de l'espace, qui a eu la bienveillance de m'orienter vers des aspects de communication et vers le secteur toujours des manifestations aériennes. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler directement dans mon secteur de compétences à travers un poste d'officier sous contrat. Donc Pierre m'a formé pendant 1 an, une saison complète, donc beaucoup de théorie, puis ensuite un accompagnement sur les meetings, jusqu'à ce que, comme dans l'aviation, hein, c'est de l'aviation, c'est une autre branche, mais c'est de l'aviation. Et un jour il m'a lâché, il m'a dit c'est bon, pars donc. Petit moment de stress, petit moment de solitude, au moment où tu prends le micro la première fois, tu dis « Mesdames et messieurs, bonjour !» J'avais pas du tout cet aplomb, soyons tout à fait honnêtes, j'avais pas du tout cet aplomb-là. Et ça s'est finalement très bien passé avec des hauts, des bas. Et puis là aussi, tu parlais tout à l'heure quelque chose de super intéressant de la certification. L'aviation, c'est empirique. Et du coup, tous les échelons sont empiriques. On fait, ça se passe bien, on continue. On se demande si c'était pas un miracle quand même, mais on continue dans cette trajectoire-là, ça se passe mal, on débriefe, on ajuste, on corrige, puis on avance. C'est comme ça que ça s'est fait, et ça du coup, jusqu'en 2019, et je suis rentré dans l'armée de l'air et de l'espace en novembre 2019. Super. Tu nous as parlé un peu de ton expérience sur tes premiers meetings. Un meeting, quand tu vas venir le commenter, comment est-ce que tu prépares ça? Tu te fais des fiches, tu fais de la documentation? Oui, alors on va démystifier les choses, on parle de meeting aérien civil, on parle de meeting aérien militaire depuis tout à l'heure. J'ai la chance du coup, de par mon parcours, d'officier sous les 2 casquettes, la casquette de civil et la casquette de militaire. Quand je suis en vacances, je vais donc en tant que militaire dans mon travail quotidien, en tant que civil sur certaines périodes de vacances. Précisons-le, c'est pas une trajectoire qui est particulièrement commune dans les armées de pouvoir faire ces 2 choses-là, mais ça rend les choses, je trouve, très intéressantes et très fructueuses, à condition d'accepter de ne pas prendre de vraies vacances. Mais ça, après, chacun fera ses choix. Donc, pour commenter un meeting aérien, d'abord, tu vas te faire approcher par l'organisateur. On discute avec lui, on va statuer le fait que j'irai commenter cet événement, ou bien que l'armée de l'air et de l'espace ira commenter cet événement, et là je reprends ma casquette de militaire, pas événementiel, en disant telle personne ira commenter tel événement. On va récupérer le plateau aérien. On va voir comment le directeur des vols architecture le plateau aérien. Il y a l'aspect cohérence, il y a aussi l'aspect opérationnel. On sait que sur les meetings, parfois certains avions préfèrent partir le dimanche soir, donc on sait que eux, on va les faire passer un petit peu plus tôt dans la journée, on va vraiment s'adapter en fonction de ça. Et je considère que l'échelon vocal, c'est le dernier échelon. Si on fait ce qu'on appelle de la conduite, moi je suis le dernier truc qui peut s'adapter. Ça veut dire que si le directeur des vols, pour une raison opérationnelle et notamment sécuritaire, décide de switcher 2 avions, c'est pas grave, ce sera à moi de m'adapter et de trouver une trame narrative qui permet de justifier cette chose-là. J'ai ma planification d'avion, je vais prendre chacun des avions un par un, et ensuite, je vais essayer de faire des ponts. Je vais essayer de dire, pourquoi tel avion passe après celui-ci, quel sera le lien, par exemple, un lien très facile entre le T6 et le Fouga Magister. Ce sont 2 avions d'entraînement, ils ont presque 40 ans d'écart dans le développement, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, ça reste 2 avions d'entraînement. En plus, il y a même une période sur laquelle ils ont tous les 2 volés en même temps, etc., etc. D'abord, je prépare les fiches. D'abord, je prépare les éléments de langage qui seront sur chacun des avions, et ensuite je vais créer les ponts et les liens pour avoir du liant. Parce que le but du jeu, étant donné que les avions s'enchaînent, décollent, atterrissent, c'est quand même que pour le public, il y ait une trame globale et il y ait une continuité.
Il y a aussi quelque chose que j'ai appris, et je ne suis pas du tout en train de l'appliquer depuis tout à l'heure, c'est que parfois il faut savoir se taire. Les stars dans les meetings aériens, c'est pas les speakers, c'est pas les directeurs des vols, c'est pas les pilotes, c'est les avions. Et il n'y a rien de plus beau que le chant des cylindres. Alors parfois, et des fois je l'assume, hein, je leur dis simplement, je vais me taire quelques instants et puis on va apprécier ensemble. Ça me permet aussi d'aller boire de l'eau. Ouais, c'est vrai qu'une journée entière sous le soleil, ça doit assez consommateur en eau. Je bois beaucoup et je mange très peu. Et que Au meeting. Oui, oui, là c'est super qu'on rassure important. tout le monde. Alors, beaucoup de café. Et là aussi, Ok. ça dépend des appétences de chacun. Des fois un peu de thé, ça dépend, j'alterne. Mais oui, sinon, oui. On l'a vu, hein. Là depuis tout à l'heure, on parle, mine de rien, on enchaîne les prises de parole. On a un mug d'eau. Et je pense que chacun l'a déjà touché. Et puis à la fin de l'émission, pourtant, c'est qu'une heure. On aura tous bu au moins un verre d'eau. Ça, à l'échelle d'une journée avec du soleil, forcément, c'est plus. C'est sûr. Moi j'aurais peut-être juste une petite question. Ouais. Tu parlais de faire du lien entre les avions, Oui. les plateaux. Mais justement, on voit quand on arrive sur un meeting, on va voir le plateau avec un nom, etc. Ça c'est en discussion avec le speaker, ou est-ce que c'est l'organisation qui va des fois choisir le nom? Est-ce que tu peux intervenir à ce moment-là? C'est-à-dire un plateau avec Par un exemple, on va avoir dans le planning de vol du meeting, on va avoir un nom, par exemple, Seconde Guerre mondiale, ou tu vois, Ah, des choses oui, comme oui, ça. oui, Est-ce que oui. là vous intervenez à ce moment-là pour dire tiens, j'aimerais bien qu'il y ait ce nom-là, ça me permettra dans mon histoire. On a une discussion. Ouais. Des fois, les directeurs des vols me demandent qu'est-ce que t'en penses. Et je garde toujours la même cohérence, c'est-à-dire que ce qui prime, c'est l'opérationnel et la sécurité. Donc sur le nom, oui, je pourrais dire, moi je verrais bien telle approche ou telle approche, mais je suis pas du genre à imposer mes idées là-dessus. Et paradoxalement, mon métier est fait de plus d'écoute que de parole. Tout à l'heure, tu faisais ta chronique, j'étais super content. J'étais là, j'écoutais, je me disais, ah ouais, ça c'est super intéressant. Alors ça, il le dit comme ça, moi je l'aurais bien dit comme ça, mais non, ça marche aussi. Et en fait, paradoxalement, j'écoute plus que ce que je parle. Ok. Et vu la quantité d'heures où je parle, imagine le nombre d'heures où j'écoute. Ouais, c'est intéressant de voir que tu peux être justement amené à intervenir Oui. vraiment en amont comme ça dès le début. Le mieux, c'est d'être intégré dès le début, parce que tu vas faire des liens ou trouver des tours de passe-passe. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise ces deux plateaux, jamais ça passe, comment je donne de la cohérence à ça? Je dis alors, on va faire un petit peu d'alchimiste, on va réfléchir un petit peu, et non, en fait, en faisant tel pont, ça passe. Et donc, dans ce sens-là, je passe aussi beaucoup de temps à dire non, au contraire, ça va passer, moi je suis pas inquiet, on trouvera une solution. Ouais, une question que beaucoup peuvent se poser au niveau logistique, Oui. comment tout est organisé pour tes déplacements, les logements, la mise en place du matériel, le Carpodium notamment. Ouais. Est-ce qu'il y a, comment tout ça est fait et la complicité peut-être des équipes? Alors là, on va reprendre. On revient sur l'aspect très militaire avec ma fonction au département événementiel du CIRPA Air et Espace. Oui, nous on a quand même une sacrée logistique qui se déploie avec un Carpodium, parfois une exposition avec des simulateurs de vol. Ça nous arrive aussi de présenter des avions en statique. On a la chance d'avoir un Alpha Jet aux couleurs de la Patrouille de France et un Mirage 2000. Et donc, je sais pas à quoi on peut le comparer. Je pense que tous les secteurs qui vont de l'événementiel le font. Nous, on a la spécificité de le faire dans le secteur militaire. Après, en fait, dans l'absolu, le métier de militaire, c'est quand même une culture de la projection. T'es habitué à faire ton pactage, prendre ton sac à dos et prendre tes affaires dans n'importe quel métier. Le mien, c'est la communication. Quelqu'un qui sera contrôleur aérien, il va peut-être aller sur une base projetée. Un commando, il va faire de la même façon. Et là, naturellement, dès que tu prends une équipe et que tu l'emmènes d'un point A à un point B, tu l'exportes ailleurs que sur sa base d'attache, il y a une synergie qui se fait, il y a une complicité qui se crée entre les membres d'équipage. Là, ça va être les équipages du Carpodium, par exemple. Naturellement, moi, je suis très complice des gens avec lesquels je pars. Après, là aussi, chacun aura son approche. Il peut y avoir des gens qui sont un peu plus en retrait. Le jour J, ils seront tout aussi efficaces et opérationnels, mais qui sont un peu plus en retrait dans le cadre du déploiement. Donc, c'est véritablement, on se déploie et on essaie de partir tous ensemble et de rentrer tous ensemble, d'aller dans les mêmes hôtels, etc. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, si c'était la bonne l'attendu ou pas. partie. Et pour la partie déplacement, donc tu parlais du Carpodium, tout rentre plus ou moins dans le Carpodium et après vous emmenez le camion et les avions vous retrouvent sur place ou comment ça peut se faire? Non, en fait, le Carpodium, littéralement, quand on le voit en meeting, il est bien déployé. C'est vraiment une fleur qu'on a vu éclore. Mais sinon, il est quand même assez compressé pour pouvoir prendre la route. Et on n'a pas tant de place que ça, finalement, à l'intérieur. Donc, on a des convois logistiques qui peuvent partir si on a des choses à faire sur place. La sonorisation, par exemple, nous on a notre sonorisation, on a 2 enceintes scènes et on a 4 enceintes au sol. Au-delà de ça, l'organisateur va sonoriser.
un meeting aérien, des fois il faut sonoriser quasiment 1 kilomètre. Ça, on n'a pas la compétence pour le faire, on n'a pas le matériel pour le faire, et quelque part, c'est pas non plus notre métier. Et donc on a on s'appuie vraiment là-dessus. On essaie d'avoir une empreinte logistique qui soit la plus faible possible. Pour justement, des fois on va enchaîner 2-3 sites d'un coup, rentrer à la maison, faire 2 jours de repos, puis repartir. Ok. Donc assez chargé quand même. Oui, c'est comme dense. Ouais, c'est dense. densité. Tu parlais donc des équipes. Tu as l'occasion, je pense, sur chaque meeting d'échanger donc avec des organisateurs, Oui. des armées. Donc toi, c'était sous joug de la Marine nationale, puis l'armée de l'air et de l'espace. L'armée de terre, tu as dû aussi interagir avec eux. Est-ce que tu vois des différentes approches sur les organisations, des différences ? Il y a la culture de la troisième dimension, elle est différente en fonction des 3 armées qu'on a en France. Ça, c'est une certitude, mais c'est dans le secteur de l'opérationnel. L'avantage qu'on a quand on est dans le secteur des manifestations aériennes, c'est qu'on est tous régis par le même arrêté. On va revenir sur le paramètre certification parce qu'au final, en fait, ce carcan administratif qui encadre la sécurité de tout ce qu'on fait, eh ben, il est aussi présent dans l'univers des manifestations aériennes. Avant, on était régi par un arrêté qui s'appelait l'arrêté de manifestation aérienne de 96, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si c'est erroné. Et maintenant, on est régi par l'arrêté relatif au spectacle aérien public. Donc ça veut dire que toutes les normes sont identiques. Après, une façon de faire un passage à l'anglaise pour un avion ou pour un autre, quelque part, ce sera un peu la même chose. Donc, j'ai envie de dire que finalement, pas vraiment. La différence, c'est que l'armée de l'air et de l'espace, elle a des ambassadeurs dédiés. Là où l'armée de terre et la marine nationale n'ont pas forcément ça. La marine nationale fera une démonstration avec tel vecteur ou tel vecteur. Je pense notamment à leur démonstration qu'ils peuvent faire en Rafale marine. Mais ce ne sont pas des équipages dédiés. Là où nous avons des équipages qui sont dédiés. Le Rafale Solo Display, par exemple, on sait que sur 2 saisons, on va retrouver la même personne. Il est médiatisé, il est média-trainé. Il y a tout l'exercice de communication qui entoure la chose. Je pense aussi évidemment à la patrouille de France ou l'équipe de voltige de l'armée de l'air. C'est à une échelle qui est un petit peu moins grande pour la marine et pour l'armée de terre. Ceci dit, c'est pas pour autant que ça marche moins bien, ils font juste moins de manip, mais l'armée de l'air a professionnalisé le spectacle aérien. Petit disclaimer, pour tous ces gens qui font ça dans l'armée de l'air et de l'espace, c'est une parenthèse dans leur carrière opérationnelle. Les pilotes de la patrouille de France vont rester entre 2 et 4 ans dans l'équipe, ou 5 selon cas exceptionnel. Le Rafale Solo Display, il va rester instructeur en même temps, et l'équipe de voltige, pareil, c'est une parenthèse dans leur carrière opérationnelle. Et là où c'est important, c'est qu'en fait, ça fructifie. Toutes les choses que ces gens-là pourront apprendre dans le cadre du spectacle aérien, il y a peut-être une culture différente qu'ils pourront retrouver dans leurs escadrons plus tard et rapporter dans leurs escadrons. C'est vraiment c'est quelque chose d'assez vertueux à mon sens. Super. La semaine dernière, il y a 2 semaines, une dernière émission, on recevait un invité, on a beaucoup parlé du Salon du Bourget, Oui. donc n'hésitez pas à regarder la vidéo en rediffusion sur YouTube, la chaîne Capture l'Avenir. Il est très fort. Toi, tu as eu l'occasion d'être présent au dernier SIAE, d'y voir les coulisses. Oui. Est-ce qu'il y a un élément qui t'a marqué ou une anecdote que tu aimerais bien partager avec nous ? C'est pas une anecdote, mais voyez la complexité du fait d'organiser un meeting aérien. Amusez-vous, à le faire dans l'espace aérien le plus congestionné d'Europe, entre 2 aéroports internationaux. Vous avez 4 heures, je vous regarde. C'est assez impressionnant la façon dont c'est fait. Tout est à flux tendu, tout est extrêmement professionnel. J'étais juste ébloui. Je pense qu'il n'y a pas une porte que j'ai ouverte sans faire un « Ah ouais, quand même ». C'est l'effet waouh, il est permanent. Et pour moi qui suis... j'essaie de garder mes yeux d'enfant dans tout ce que je fais, notamment dans le domaine de la communication, parce que je pense qu'on peut bien faire briller les choses en essayant d'avoir toujours un œil neuf dessus. Je sais pas si c'est très clair la façon dont je le dis, mais garder cet œil neuf est assez candide pour pouvoir m'en émerveiller et derrière le faire briller. Dans le cas du Salon du Bourget, c'est juste hallucinant. Que ce soit la logistique au sol, la logistique, quelque chose de très bête, hein, la logistique de restauration. C'est pas quelque chose qui est dans les strass et les paillettes, c'est pas dans le prestige des démonstrations aériennes comme on va les voir. Mais ça roule super bien, ça tourne, il n'y a pas d'attente, et tout le monde en fait est mis dans les meilleures conditions pour faire son métier. Si je dois donner une anecdote particulière, que je trouve là aussi absolument formidable, le directeur des vols est forcément un personnel de la DGA. Il est forcément pilote d'essai. Et la direction des vols, elle est appuyée par des radars qui vont scanner les avions en temps réel. Et l'avion, s'il dépasse ne serait-ce que d'1 centimètre de sa zone d'évolution, il entendra un petit buffer par le directeur des vols. Et ça, je trouve ça fabuleux. On a poussé le professionnalisme
à son paroxysme. Et je dis pas ça parce que j'en sors, j'ai toujours su et pressenti qu'il y avait quelque chose de particulier avec cet événement, de par l'aura qu'il a, ça reste le plus grand scénarien du monde, mais je pense que c'est une véritable fourmilière dans laquelle il faut aller explorer les moindres méandres pour s'apercevoir du professionnalisme latent qu'on retrouve dans toutes les branches. C'est impressionnant. Ah bah super, c'est vraiment très intéressant ce que tu racontes. Par rapport au... Donc on va juste rester un tout petit poil sur le Salon du Bourget. Oui. Toi, en tant que commentateur, Oui. où est-ce que tu étais physiquement? Avec qui tu t'occupais de faire tes missions c'est sur cette période-là? Alors, on était dans une tour, au-dessus du bureau piste, dans une petite tour qui ressemble à un petit Algeco, mais qui est sur pilotis. Et on a la chance d'avoir la direction des vols qui est à côté de nous. Et ça, c'est un confort. Quand on est commentateur, avoir la proximité de la direction des vols, on sait exactement ce qui va se passer, à quel moment. On peut nous faire un décompte pour le décollage d'avion, 5, 4, 3. Et c'est fabuleux parce que ça veut dire que tes prises de parole, tu les échelonnes de la façon dont tu veux. Et la différence des meetings aériens sur lesquels je prépare des fiches thématiques, et en fait, ma fiche, c'est ma rambarde de sécurité. Parce que dans l'absolu, les informations, je les connais à peu près. Savoir si c'était 336,7 chevaux ou 337,6 chevaux, ça va m'aider. Mais je vais pas valider chacun des mots avec mes pauses et mes respirations. Là où pour le Bourget, je le fais. D'accord. C'est un niveau supplémentaire et tu te dois d'avoir une impartialité. Là, je parle avec une casquette de civil sur cet événement. Tu dois avoir une impartialité vis-à-vis des constructeurs. Tu ne peux pas dire tel avion d'Airbus ou de Boeing est le plus bel avion du monde. Il faut garder quand même il faut rester factuel et impartial. Il en va quand même de la crédibilité des choses sur place. Et ça, du coup, c'est très intéressant. Pareil, le fait d'aller... parce que finalement, ces informations où on va présenter les avions, on va pas les inventer. On va se mettre en relation avec chacun des organismes de communication de chacun des avionneurs ou des hélicoptéristes. Et là, ça va être un échange où ils vont nous donner une approche avec des chiffres. Ensuite, moi, je vais leur proposer une trame narrative. Et ils vont me dire, moi, je verrais plus ça comme ça, moi, je verrais plus ça comme ça. Cet avion-là, mon avion, je veux pas que t'en parles comme ça. Et là aussi, œil un petit peu candide, quand un avionneur te dit « Moi, je veux pas que tu parles comme ça de mon avion », c'est très très... je sais pas, il y a quelque chose de noble dans la façon dont c'est fait, et c'est ce qui fait le charme de l'aéronautique, c'est que tous les gens qui travaillent dans l'aéronautique, et je pense que vous êtes aussi assez bien placés pour le savoir, ils ont une espèce d'affection débordante pour leur vecteur. Et là, je trouve que c'est particulièrement marquant dans ce cadre-là. Et est-ce qu'au Bourget, on a conscience du monde, vraiment, qui nous écoute quand on commente? Ouais, c'est... En fait, on est au-dessus d'un des axes, d'un axe d'entrée. Et moi, je me souviens m'être fait la réflexion. À un moment, je fais une pause, c'était plus à moi de commenter. Et là, je regarde, je me dis, c'est marrant parce que le flux entrant ne s'arrête pas. Et ça fait quand même beaucoup de personnes sur place. Et cette notion de flux entrant, en général, quand on voit une foule, c'est déjà énorme. Enfin, je trouve qu'à partir de... Quand on est au-dessus de 20-30 000 personnes, c'est pas oppressant, mais il y a un effet de masse. Et là, le fait de le voir sous forme de flux qui bouge, c'est encore plus impressionnant. Parce que c'est le seul événement sur lequel on a la chance d'avoir la hauteur de vue. Par contre, paradoxalement, on a un angle qui fait qu'on ne voit pas forcément le coin de la zone d'évolution. Donc là, l'aide avec la caméra, elle est vraiment salvatrice. Et on s'appuie aussi beaucoup là-dessus. Mais ouais, on a une vraie notion du monde. Heureusement, on en est préservé, parce qu'on a cette notion-là juste de manière visuelle. On est préservé là-haut dans cette petite tour de contrôle. Heureusement que t'as pas une petite jauge avec le nombre de personnes. Ouais, il y a ça, et surtout, heureusement qu'on n'a pas le bruit. Aussi. Parce que mine de rien, des pas qui résonnent, 10 personnes ça va, 20 personnes ça va, 90 000 personnes, ça commence à s'entendre quand même. C'est vrai, une vraie fourmilière. Et puis les cris, les musiques, enfin, une foule qui vit, quoi. C'est assez impressionnant. Bah super, merci pour toutes ces explications. Tu nous avais abordé ta passion pour la simulation de vol oui. Dans ta jeunesse. Oui. Récemment, tu as pu un peu associer cette passion avec tes compétences avec le VIAF pour Virtual International Air Festival 2023. Oui. Comment ça s'est mis en place? Quel a été ton rôle? Est-ce que tu peux nous expliquer cette partie-là? Je pense que comme tous les enfants qui ont à peu près mon âge à cette période-là, on avait accès à des ordinateurs et puis si on voulait on pouvait s'acheter un joystick. Donc j'ai commencé à faire du simulateur de vol quand j'avais à peu près 10 ans.
Et après, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui se réunissaient pour faire des espèces de démonstrations de vol en patrouille sur simulateur de vol. Ça me semblait assez nébuleux et je pensais que c'était juste des images générées par de la 3D. Et en me renseignant un peu, en fait, j'ai vu que non, c'était vraiment des gens qui pilotaient derrière des ordinateurs et puis qui s'amusaient à faire des trucs. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et je vais enchaîner assez vite jusqu'à arriver en 2015-16 où j'étais pas mal avec ces gens-là. Et puis ils ont commencé à me dire, bon, bah, tu veux pas commenter une démo vu que ton anglais est pas si pire. Et j'ai commencé à commenter des démos. Et puis après, en fait, j'ai commencé à commenter l'événement entier. Jusqu'à là, ben, j'ai la chance de faire partie de leur équipe parce qu'ils font appel à moi pour commenter l'événement. Et le but du jeu, c'est pendant 2 ou 3 jours, faire voler des équipes à travers le monde entier qui font du simulateur de vol, qui vont se réunir pour dire bon bah moi je vais faire une démonstration et je veux qu'elle soit la plus belle possible. Il n'y a pas d'aspect compétitif, c'est de l'exhibition, c'est du spectacle. Et ça brasse quand même un peu de monde parce qu'on a fait entre 35 et 40 000 spectateurs, viewers en connexion unique sur le week-end, avec une moyenne de viewers qui est aux alentours de 2000. Donc c'est pour un truc qui a un marché de niche. C'est à peu près comme nous. Voilà, un jeudi sur 2. Donc, Ouais, je comprends. Et encore, quand je suis là, les statistiques baissent parce que les gens fuient. Mais sinon, vous êtes bien supérieurs. Ils te voient tellement ailleurs que. J'aimerais, oui. Besoin de venir. Non, et ouais, du coup, je me suis retrouvé un petit peu là-dedans comme ça. Et puis j'ai intégré la partie vraiment casting de la chose en 2015-16. Ok. Et commenter des démos virtuelles avec, par rapport au meeting où tu as les présentations, est-ce qu'il y a un sentiment différent, le fait de ne pas entendre les vibrations finalement des moteurs? Est-ce que tu as une approche différente aussi? Ouais. Oui, je travaille pas de la même façon. Et j'estime, du moins c'est l'impression que j'avais avant, je pense que je la conserve un petit peu, mais c'est presque plus difficile d'interagir avec une foule dont tu vois juste un retour par le chat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, ben ouais, t'as pas le bruit des avions. Donc, tu vas essayer d'avoir une approche qui est un petit peu différente. Et moins t'as le bruit des avions, plus tu vas jouer avec le bruit des avions sur les simulateurs de vol. Parce que, justement, au moment où tu sais que tel passage sur tel avion aura tel rendu sonore en fonction de comment c'est filmé, c'est tellement rare que, au final, tu vas vraiment essayer de jouer avec ce truc-là. Mais la façon de commenter, là aussi, c'est très différent parce que sur un meeting aérien, je me focalise beaucoup sur la foule. Je regarde beaucoup le retour de la foule. Tu prends un panel de 4, 5, 6 personnes, tu leur dis surtout pas, hein, puis toi t'es bien camouflé sur ton petit carpodium en train de parler, mais en fait tu les regardes et tu dis, ben là ils sont intéressés, là ils sont en train de décrocher, là je pense qu'ils ont faim. Enfin, et c'est super intéressant parce que tu prends ce retour-là et tu t'adaptes en fonction d'eux. Là où, on le voit bien ici, hein, dans les studios en Club de France, je pense que toi, Joris, tu dois avoir accès au chat, mais à part les gens qui vont commenter, tu n'auras pas tellement de retours. C'est ça. Et puis, c'est comme sur tous les médias vidéo, la part de gens qui regardent par rapport à la part de gens qui commentent, elle n'est pas énorme. Et du coup, c'est toujours un peu particulier, et il faut aussi savoir beaucoup plus meubler. Enfin, moi, c'est ce qui m'a appris à meubler. Maintenant, c'est bien parce que je le fais quotidiennement en meeting aérien. Mais c'est ça qui m'a appris à meubler. Quand le régisseur me disait bon, ben, telle équipe, ils sont prêts. Dans 23 minutes. Bonne chance. Ça, c'est ton micro, ça, c'est un verre d'eau. Je te regarde. Et puis là, t'as pas de. Pareil, hein, sur un meeting aérien, il se passe toujours quelque chose. S'il y a un avion qui ne vole pas pour X ou Y raison. Bon ben, oh il y a un oiseau, je vais en parler. Ah bah tiens, il y a un véhicule de piste, je vais en parler. Il y a la tour de contrôle, je vais en parler. Là c'est, tiens, il y a un low screen, je vais en parler. Donc non, c'est un peu plus subtil, et donc il faut avoir ses caisses à outils. Il n'y a pas de meilleure improvisation que celle qui est préparée. Une improvisation, les gens qui diront moi j'improvise, c'est des grands menteurs, enfin, à mon sens. C'est une improvisation, t'as ta limite gauche, t'as ta limite droite, entre les deux il y a plein de choses, et puis tu vas taper dans ta caisse à outils pour récupérer. Et là, la façon dont tu vas le dire, architecturer les choses et les vivre à l'instant T, ce sera de l'improvisation. Mais dans l'absolu, tes ingrédients, ils sont déjà là. Et après, tu vas cuisiner. Mais c'est pas vraiment improvisé. Ok, super. Tu parlais aussi de commenter en anglais. Est-ce qu'il y a une approche différente entre ta manière de commenter en français et en anglais? C'est peut-être un public aussi différent? Tu changes ou t'es assez autonome et tu suis la même ligne méthodologique? Je crois que j'ai pas le même timbre. D'accord. Je crois que j'ai pas le même timbre en français et en anglais. Alors il paraît que tout le monde change de timbre. Ouais. Ah, ça m'étonne pas. Ma voix est un petit peu plus grave. À savoir que, typiquement, ma voix de commentaire, pour préserver ma voix et parler longtemps, c'est pas ma voix.
Ma voix de commentaire, c'est cette voix-là. Alors que ma vraie voix, c'est ça. Mais c'est pas que je change ma voix ou quoi que ce soit, c'est juste que je la place un peu différemment pour être sûr que je sois fatigué, que j'ai un peu mal à la gorge ou un peu mal à la tête ou pas, d'avoir la même voix. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir la même voix sur la journée. Non pas pour être monocorde, hein, parce que tu peux avoir la même voix, mais faire des variations, c'est donc on le fait là. Mais le but, c'est de pas avoir de... Si au début de la journée, t'as la voix de Mika et à la fin de la journée, t'as la voix de Barry White, t'as mal mis le curseur. C'est clair. Donc faut s'adapter. Mais du coup, tu l'as trouvé comment ta voix de commentateur? Tu t'es entraîné dans la glace? Ah ouais. Des heures et des heures. Heureusement que c'était pas que sur le filmé. chez mes parents, je crois qu'il n'y avait pas de caméra qui me filmait en temps réel. Mais oui, un casque, un micro, un retour pour les jeunesses. Et puis tu travailles jusqu'à ce que tu dises là ça passe et j'arrive à parler comme ça. Il y a un peu de ça. C'est surtout pour l'anglais, ça, pour l'accent, parce que en fait, j'ai jamais fait de séjour linguistique à l'étranger, j'ai jamais rien fait. J'ai travaillé beaucoup tout seul, mais pour la voix de meeting, c'est très empirique. On va revenir sur l'empirisme, hein, toujours, mon très cher Antoine. Tu fais, ça passe, tu fais, ça passe pas, et tu t'aperçois qu'en fait, sur un truc, là, je suis confortable. C'est comme, je sais pas, c'est un petit peu comme apprendre à faire du vélo. Au début, tu mets un petit peu des... Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait quand même un petit moment quand même. Enfin, à moins qu'on n'ait pas eu la même vie, mais au début, moi, le souvenir que j'avais quand j'apprenais à faire du vélo, quand j'avais 5 ans, c'est que tu te casses un peu la figure à gauche, un peu la figure à droite, parce que tu mets un coup de volant à droite ou à gauche. Et au fur et à mesure, après, tu t'aperçois qu'en fait, en modifiant ton centre de gravité, le vélo, l'inertie, il avance tout seul. Bah, c'est pareil. Tu l'adaptes. Et du coup, t'as parlé de ta voix. Enfin, en tant que commentateur, t'as deux outils, c'est ta voix et tes fiches. Mais je schématise évidemment. Oui. Euh, Non, j'ai mes oreilles. T'as tes oreilles aussi, évidemment. Est-ce que sur des gros meetings, t'as un backup, t'es doublé? Si jamais t'as une extinction de voix le matin, est-ce qu'il y a quelqu'un pour te remplacer qui connaît tes fiches, J'ai envie de te répondre sans aucune humilité et un brin d'humour. Que dirait Céline Dion? Non, en fait, c'est rare que je sois vraiment tout seul sur l'événement. Et il y a toujours possibilité de s'arranger. Après, au-delà de ça, ça m'est arrivé d'avoir les pires extinctions de voix ou d'être vraiment pas frais, malade. Avec cette voix-là, ça passe. D'accord. Tout est derrière la voix de commentateur. Ouais, ça Ok. passe. Et puis, on a la chance t'es avec un micro. Un micro, le réglage du micro peut gommer plein de trucs. Si t'as pas de voix, tu mets du gain. C'est vrai. Et puis là, t'as un super régisseur qui fait en fait 90% du travail. Mais à moins de vraiment... à moins de vraiment être dans un état lamentable, Ce qui ne t'est jamais arrivé. touchons du bois. Voilà. Touchons du bois, mais non, sinon en général, il y a toujours des gens pour être là avec toi et au pire on s'adapte. Hein. C'est le charme du spectacle vivant. Dans l'absolu, un meeting Ouais. c'est un spectacle vivant. Donc tu t'adaptes. Et Non, puis, mais c'est la puis même après, chose ça pour se les passe. pilotes, c'est la même chose. Mais... Complètement. Bien sûr. On va prendre l'exemple, par exemple la Patrouille de France. Ils sont tous remplaçables sauf leader, irremplaçable. Ah bah si, il faut bâcher. Ouais. Puis, après, forcément, il y a un truc d'une technicité qui est bien supérieure à la mienne, avec un professionnalisme et des... Comment dire? C'est pas que sa vie qu'il a entre les mains, hein, c'est la vie de 8 personnes, plus potentiellement Plus le 40 000 au sol. Donc il y a une responsabilité qui est différente. Là, au moins dans l'absolu, je suis divertissant ou éventuellement... Sauf que le leader de la patrouille de France ne pourra pas corriger une erreur en changeant sa voix. Voilà, exactement. On n'a pas le même métier et pas les mêmes contraintes. Bien heureusement pour moi. Ok, c'est hyper intéressant. Alors une petite question peut-être un peu plus nostalgique qui nous vient du chat. Tu as parlé de commentaires, mais depuis la disparition de Bernard Chabert, est-ce qu'il y a un renouveau dans le métier du speaker? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce qu'il a laissé une empreinte? Comment toi tu le vois? Je pense qu'on peut dire que Bernard a laissé une empreinte dans le monde de l'aéronautique dans sa globalité. Dans la poésie que l'on va associer à l'aéronautique, j'ai eu la chance de lui succéder à Melun. Et avant ça, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et du coup, oui, il a laissé une trace de par ce qu'il laisse comme souvenir dans le réel, mais aussi dans l'imaginaire collectif. Après, je pense qu'il serait très dangereux d'essayer de combler un vide. On dit que nul n'est irremplaçable, mais quand on parle de personnalité forte, tomber dans l'imitation serait en fait la pire des insultes. Donc oui, il a forcément laissé une trace dans la façon dont les gens travaillent ou dans la façon dont le public s'attend à recevoir une information, mais dans l'absolu, dans les choses, il n'en a pas vraiment laissé dans
dans le cœur même du sujet. Il a donné ses lettres de noblesse à ce secteur d'activité, c'est une certitude. Mais justement, c'est pas parce qu'il a donné ses lettres de noblesse qu'il faut essayer de remplacer l'irremplaçable. Donc j'entends bien du coup quand toi tu lui succèdes à Oui. Melun, tu cherches pas à l'imiter, Non. tu viens avec ta propre marque, ton propre style. Et je suis très heureux d'avoir fait Melun dans ces conditions-là au bout de ma 7e saison, parce que j'ai déjà ma personnalité, j'ai déjà mon timbre dont on parlait tout à l'heure, j'ai déjà mon timbre, j'ai déjà mon approche sur les choses. Non pas que Bernard n'a pas été une inspiration, hein, si, il l'a été comme d'autres speakers, comme Pierre ou comme plein de trucs l'ont été, mais justement, sinon, si j'avais été peut-être beaucoup plus jeune, j'aurais peut-être pris le pli de dire Ouais. bah je vais faire pareil. Faut que je fasse comme lui. Et là, ça aurait été déjà, je pense, nul, parce que il était assez unique dans son grain, et je vois pas comment utiliser ces mots sans son timbre de voix. Et puis super irrespectueux. C'est le roi est mort, vive le roi. Non, inconcevable. Inconcevable. Ou un hommage. Oui. Tu le vois où tu veux. Mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors il y a eu différents hommages à travers les différents meetings aériens. Je trouve qu'ils ont tous été très bien faits. Et mais oui, effectivement, il a donné ses lettres de noblesse à la chose. Moi, je me souviendrai toujours. Je crois que c'est le premier La Ferté sur lequel je vais. Et moi, je commentais que la marine ce week-end-là. J'y allais et je lui demande, excusez-moi Bernard, est-ce que je peux venir me mettre là? Je commande dans une demi-heure, mes amis sont dans une demi-heure. Je me mets à côté en attendant pour m'imprégner un petit peu de l'ambiance. Et puis là, il commente. Et puis il avait cette façon de faire en gros, quand il commentait, il te regarde. Il te regarde et là, tu te sens super privilégié. Tu te dis, en fait, ce truc-là qu'il est en train de dire, c'est pas pour les gens, c'est pour moi. Tout le monde en profite. Et tu te sens... tu sais, tu vis un moment qui est unique, qui est hors du temps. Et c'est super chouette. Et puis après, on avait parlé un petit peu, je lui ai posé des questions. Je dis, moi je fais ça, toi tu ferais comment? Il fait, bah tu fais comme toi, c'est très bien. Et du coup, non, c'est... Oui, il a professionnalisé, il a professionnalisé le métier de speaker de meeting aérien. Ça, c'est une certitude. Mais pas d'imitation. Alors j'entends bien, mais je pense qu'on a tous été bercés par sa voix. Oui. Et la passion aussi vient de là, des meetings aériens. Ah, totalement. Aborder la dernière spec un peu de ton métier. La saison des meetings, on adore ça, hein. Mais c'est une partie de l'année. Oui. Quand les meetings sont terminés, que la saison se finit, quelles sont tes missions? Qu'est-ce que tu vas faire au quotidien? On va se reconfigurer, on va préparer directement la prochaine saison. Une saison de meeting aérien, c'est, on va dire, dans le spectre actuel, début mai, mi-octobre, plutôt fin septembre maintenant, avec des points de congestion qui apparaissaient pas encore il y a quelques années. Là, on avait des vrais points de congestion depuis quelques saisons sur le mois de juin et sur le mois de septembre. Le mois d'août est un petit peu préservé et juillet est toujours un peu particulier. Juillet a toujours eu un statut unique où tu as les meetings de juillet et les autres. Parce que les meetings plage vont bien marcher en juillet, mais les gros meetings qui vont être sur des aérodromes seront plutôt en septembre et juin. Mais je vais reprendre vraiment ma casquette de lieutenant au CIRPA événementiel. Nous, on doit faire l'entretien des camions. Et on doit faire surtout la maintenance de tous les simulateurs de vol qu'on peut avoir. Les camions, c'est assez énorme. Les speakers, je ne suis pas le seul speaker au CIRPA événementiel, on a 4 animateurs. Et heureusement, parce que je ne pourrais pas tout faire seul. Et du coup, les animateurs vont refaire leurs fiches. Ils vont retravailler dessus. Les sonorisateurs vont travailler sur leur playlist. Les mécaniciens vont réparer tout ce qui a été abîmé par la saison. En fait, on entretient hommes et matériel, en gros. Et après, on prépare et on planifie la saison suivante. Parce que, en fait, c'est des séquençages logistiques qui sont assez énormes. Il faut être sûr que moi, j'ai découvert quelque chose en arrivant au CIRPA événementiel. Avant, j'avais juste ma casquette de speaker. C'était bien, c'était facile. J'arrivais, je faisais mon petit travail. Puis après, je disais, à la semaine prochaine, chers amis. Là, maintenant, c'est ok, comment on n'emplafonne pas le temps de repos du chauffeur pour rester dans la réglementation européenne des chauffeurs de super poids lourds en faisant telle séquence? Et oui, mais il faut bien le faire, il faut bien agir dans les clous. On a beau être militaire, on va quand même être régi par la même loi que les autres. Et donc, c'est toutes ces approches-là et tous ces séquençages-là. Au-delà des meetings aériens, le CIRPA événementiel, il ne couvre pas que les meetings aériens. On est présent sur des événements sportifs, on est présent sur des salons étudiants, en renfort avec les centres d'information et de recrutement des forces armées.
Donc ça veut dire que nous, on est chargé de faire du rayonnement. Le volet recrutement, après, on fait une passe décisive vers le CIRFA et puis ils font leur job. Mais ouais, du coup, il y a pas mal de choses à faire en hiver. Je te le cache pas, c'est quand même moins actif qu'en été. Mais en fait, mine de rien, c'est du travail de fond que tu n'auras pas le temps, notamment de faire, toutes ces tâches administratives. Hein, quand un équipage rentre le mardi, repart le jeudi, alors on va pas dire, bon là, on va te faire tel papier administratif. Non, il faut que ça roule. Donc ouais, travail de fond en hiver, préparation de la saison, et puis en été, exécution. Ah bah c'est... Pardon, Vas-y, Joris. Non, mais ça nous en apprend plus sur la vie de commentateur et même ton job au sein de l'armée. Si on revient un petit peu, le chat nous demande sur la partie commentateur, quelles sont tes prochaines dates en tant que speaker, à la fois civil comme militaire? Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement, si tu le sais déjà? Oui, il y a déjà les événements de l'armée de l'air, les 90 ans de l'armée de l'air qui auront lieu à la fin du mois de juin à Versailles, la JPO d'Istres, dernière semaine de septembre sur la base aérienne d'Istres. A priori, je devrais être à Melun, je devrais être avec l'armée de l'air sur les plages de Toulon et du Lavandou, les 15 et 16 août, et puis quelques dates comme ça. Mais le mieux, c'est de faire un petit peu de publicité pour France Spectacle Aérien, qui synthétise absolument tous les meetings aériens qu'on peut trouver en France. Allez voir, et puis allez voir un meeting aérien. Si j'y suis, ce sera un plaisir de se voir. Et puis si je suis pas, allez apprécier les mots de quelqu'un d'autre, et puis ce sera trop bien, on pourra en parler après. Dans tous les cas, que j'y sois pas, allez dans les meetings aériens, c'est trop bien. Il faut y être. C'est juste un bon moment. Donc peu importe les dates où tu seras. Oui, voilà. oui. Allez-y. Aller au meeting. Allez voir FSA et participer à ces belles fêtes de l'aviation, ces belles fêtes de partage dans lesquelles on retrouve les valeurs vachement nobles de ce qu'est l'aviation. Et c'est trop bien de pouvoir partager ces choses-là. On a la chance d'avoir beaucoup d'associations, énormément de bénévoles et de passionnés qui travaillent d'arrache-pied, ne serait-ce que pour remercier leur travail et remercier le point d'honneur qu'ils mettent à la préservation de notre patrimoine aéronautique et spatial. Il faut y aller. Ouais, c'est à peu près inexcusable d'avoir un meeting aérien à 30 km de chez soi et de pas y aller. C'est sûr. Parfait, merci beaucoup. Merci je propose de passer un peu au jeu préparé. À la suite, évidemment. Alexandre, tu nous as préparé ton traditionnel quiz auquel on va tous participer. Donc même toi, François, j'espère que tu es calé, que ce soit du civil, du militaire, du spatial. Alexandre nous a préparé son quiz. Top. À toi, merci Joris. Si tu veux présenter un peu les règles, voilà, comme ça, qui participe ou pas. Les règles sont très simples. Une question s'affiche sur l'écran, donc pour nous sera sur l'écran de retour qui est juste ici. Une question, 4 possibilités. Le chat peut participer. Alors moi je vous promets, je ne regarde pas le chat avant d'avoir répondu. Ce serait de la triche. Je surveille. Souvent le chat a raison en plus et c'est agaçant. Je peux pas voir. Je suis très triste. Je suis très triste. Bien tenté. Donc voilà, je pense qu'on peut être parti pour la première question. Parfait. Première question. Quel est le code OACI de l'aéroport Paris-Le Bourget? LFPG, LFPO, LFBG ou LFPB? Messieurs. La D. LFPB, sachant que LFPG c'est Roissy. D'accord. LFPO ça doit être Orly. Très bien. Et LFBG, je l'ai pas. Bourges. Non, LFBG, je ne crois pas que ça existe, ou c'est un tout petit terrain, parce que B c'est pour la Corse, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc voilà. Donc bonne réponse, c'est bien la réponse D. Bravo Joris, tu es fort. On commence. L'explication de toutes les lettres. Alors L, c'est pour certains pays de l'Europe de l'Ouest, donc qui est la première lettre. Si on regarde d'autres pays frontaliers, que ce soit Italie, Espagne, on retrouve cette première lettre. F, première lettre de notre pays, la France. On a P, c'est pour la zone de Paris, donc que ce soit Charles de Gaulle, Orly, Le Bourget ou même des petits aérodromes, toujours cette lettre-là. Et la dernière en général vient soit en plus, soit ressemble au nom, on va dire, plus ou moins de l'aéroport, de l'aérodrome. Okay. On va pouvoir passer à la deuxième question. Combien font 1 miles nautique en mètres? Ça, c'est les petits rappels de PPLBIA, pour ceux qui l'ont. Joris encore? Ça, je pense que je l'ai aussi quand même. Antoine? Ah, moi je joue pas, moi je Ah, regarde. si, Non, si, j'aurais dit la réponse C.
il est fort. 1852. 1852 exactement. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tendance à utiliser les mètres ou les kilomètres, ça dépend des avions, mais surtout dans la ligne. Donc intéressant d'avoir toujours cette info-là pour convertir si au cas où son téléphone ou... Si on veut le faire rapidement de tête, petite méthode de calcul, fois 2 moins 10%. Ouais. Si jamais vous devez faire un calcul ou bien briller dans un dîner mondain. C'est pratique. Exactement. Et là, les Ou autres sur le chiffres, plateau d'un podcast. Ou sur le plateau d'un podcast. Les là, autres t'as pas mis une chiffres... signification comme d'habitude. Alors pour les quasiment autres. pour tous. Ah, Il y a le miles terrestre et les pieds, 1000 pieds en mètres. Alors il me semble que Dans le les... miles terrestre, 1609. Ouais. Tout à fait. Et il me semble que c'est le 3048, ça devait Les être 1000 3048, pieds les en, pieds, ouais. en mètres. Le 1245, je sais plus. Je me rappelle plus comment je fais mes questions, c'est terrible. Merci. C'est l'âge. Ah. Troisième question. Quel est le nom de la toute première navette spatiale? Columbia, Enterprise, Atlantis ou Buran? Quelqu'un l'aurait? Ça, c'est côté spatial, c'est vrai que... Généralement, on sèche un peu plus. Il y a forcément j'éliminerai un piège. Atlantis. Il y a toujours un piège. Il y a toujours un piège. bah, Du coup, qui dit piège, j'aurais dit Buran. Ok. Alors, quel est le nom de la toute première navette spatiale? Étant allée dans l'espace ou ayant été construite? Ayant été construite et ayant volé. Ayant volé. Volé en tant que navette Volé spatiale. par ses propres moyens. Est-ce que Tu m'en demandes beaucoup, Joris. Ayant une navette volé... fixée sur un avion, mais qu'elle a été. Ah, je vais être joueur, je vais dire Buran, mais j'en sais rien. En termes de date, je Ok. pourrais pas dire. François, t'aurais une idée? Moi, j'ai beaucoup trop d'amis qui travaillent dans le spatial pour me risquer à dire une bêtise. Moi, je tente Atlantis parce que. Ok. Alors, la réponse, c'était la réponse B, Enterprise. Enterprise. Ok. C'était touchy comme tu l'avais prévu. J'aurais dit ça, je suis extrêmement triste. Mais Ah, c'est très là, facile de le dire après coup. Ah oui. Je pensais qu'il y en avait eu d'autres. Enterprise, une référence donc à Star Trek, faite par les ingénieurs de la NASA. La navette, pas très connue, pourquoi? Parce qu'elle avait servi uniquement pour les tests. Les Américains ont été les premiers à développer une navette spatiale, à les essayer, donc beaucoup de nouvelles technologies. Il a fallu l'essayer, on n'a pas envoyé avec 2 personnes à bord, on l'a pas envoyé avec les gros boosters attachés. On a utilisé un 747 modifié, on a collé la navette au-dessus, et puis en vol, hein, comme un peu les X-15 ou les Bell X-1 à l'époque, on les lâchait en dessous, là on les lâchait au-dessus, pour qu'elle puisse planer par ses propres moyens et vérifier que tout fonctionne, en tout cas sur le vol, la rentrée atmosphérique. Et j'ai une question Ouais. justement sur ce séquençage, parce que ces photos, effectivement, elles sont super célèbres. Moi, à titre personnel, c'est peut-être pour ça que j'avais les images en tête, parce que c'était mon fond d'écran pendant longtemps. La question, à ton avis, quelle est la trajectoire de l'avion au moment du largage de la navette? Est-ce qu'il faut mieux le faire au sommet d'une polaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et pour être sûr que la navette porte? Ou est-ce que simplement la vitesse de l'aéronef permet à la navette d'avoir assez de sustentation pour... Alors pour non, se il faut séparer? bien faire une polaire comme tu dis. Ouais. Donc en général, les pilotes du 747, soit ils font une petite ressource et après rentrent du manche, non, plutôt du yoke. Donc ils détachent la navette et eux, ils vont pas dans la navette, vont pas faire de contrôle à cabrer. Ils suivent leur trajectoire pendant que l'avion se détache et part vers le bas. Donc c'est dans la polaire, ils doivent avoir un facteur de charge contrôlé et ils lâchent la navette. Donc Enterprise, la première à avoir volé depuis le 747, c'est Columbia qui a fait le premier vol STS-01 dans l'espace et qui a, malheureusement par la suite été détruite, mais voilà. Alors elle aura marqué l'histoire comme ça. Et Buran? Buran, bonne question, j'ai pas la date, mais je sais que elle a volé au-dessus de la N225. Tout à fait. D'où ma question aussi, la première navette, avoir volé par ses propres moyens ou pas? Alors je sais que c'était les voler par Américains. ses moyens ou décoller par ses propres moyens. Voilà, Parce que quelque part. c'est vrai que ma question n'était pas précise, parce que techniquement, Parce que- Enterprise a volé par ses propres moyens. Oui. Ou elle est tombée par ses propres moyens. c'est ça. C'est une question de Sachant définition. que la finesse d'une navette spatiale c'est 4. Donc quoi, c'est Voilà. faible. C'est pas un non plus. Ça fait Non. une belle pierre. Voilà. C'est ça. Bonne brique. Prochaine question. Quel est l'avion qui a le ratio de victoire aérienne le plus impressionnant? Le F-15, le F-16, le F-4 ou le MiG-21? Déjà, pour nous deux professionnels, on va dire, de ces questions, est-ce que vous avez une idée ou vous savez quels avions, Alors, quels avions on parle? Qu'est-ce qu'un ratio de victoire Alors, déjà un ratio de victoire, considéré dans les règles de l'art, une fois que tu es en combat aérien, que tu vas abattre
et donc gagner ton combat aérien contre un appareil, tu gagnes une victoire. La perte, par contre, si c'est toi qui te fais abattre, donc un avion comme un F-15, je prends l'exemple, se fait abattre au-dessus d'un territoire par un avion ennemi, tu perds, enfin tu as un ratio négatif. Tu repasses pas à 0, mais c'est le nombre de victoires concept du divisé ratio par zéro. le nombre de défaites. Ok. Voilà. Donc techniquement, Un avion Si- qui a abattu un avion et qui s'est jamais fait shooter, il a un il a ratio 100%. infini. Oui, mais à ce Ah. moment-là, s'il y a plusieurs avions qui ont ce ratio-là, celui qui a le plus de victoires qui gagne. D'accord, ok. T'as C'est complètement- mathématiquement t'as complètement complexe, raison sur la mais- précision, parce que du coup Ouais, la question je la ouais. trouve vraiment technique. Mais Antoine. elle est assez technique. Là, ok. Des idées déjà sur lesquelles étaient bons ou peut-être moins bons dans l'histoire. Bah, déjà, les... Moi, Oui. je pense que ça commence par un F. Déjà. Ouais. Parce T'as que 3 à peu chances sur près 4. sûr. On est un peu d'accord J'ai que lu. la réputation de certains. Ouais. J'ai T'as une aucune idée ou du pas nom. Bah oui, j'ai une idée, mais ça me paraît biscornu quoi. Je pense que c'est- ce je- serait trop obvious. F16 ce serait trop obvious, j'ai pas le nombre de victoires en tête du F15, mais je ne suis pas sûr. Il suffit qu'il ait pas beaucoup de défaites. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, quid du F22, typiquement. Oui. Le F22 a une victoire aérienne, 0 défaite. Qu'est-ce qu'on fait de cette information Il a techniquement Il est le pas meilleur là. ratio. Il est pas là. Donc ça veut dire que on peut en déduire déjà qu'il y a d'autres avions qui ont fait des victoires sans être abattus. Mais Donc plus de victoires L'instinct- avec 0 défaite. Ouais. l'instinct me pousserait vers le F4, Ok. naturellement. D'accord. Parce que d'un point de vue historique, il y aurait une cohérence. Ouais. Et là où. Après, il suffit de pas beaucoup en fait. Bah, Il trois- suffit que le trois F16 en victoires, fait. zéro défaite. Ouais, voilà, Est-ce 3 victoires, qu'on 0 demanderait défaite, pas au c'est chat énorme. Ah, Ouais, tu, le chat. tu peux demander le chat. Est-ce que vous avez une supposition avant de demander le chat? Ah, je reste Non. sur le- je reste Moi, sur- moi, j'aurais dit Tu tentes pas F16, Ouais. il faut Ah non, diversifier la réponse. non, mais en fait, j'ai complètement gagné. T'as pas précisé. Le F4, ça peut être un F4 Corsair. Donc par défaut, c'est le 4. T'essayes de m'avoir, mais tu m'auras pas. Je... Non, moi, je je- sais que tu m'auras pas. Je vais suivre le militaire autour de la table, là, F4. La précision, c'est Si je me trompe, c'est la honte. c'est la victoire, c'est l'avion. Alors ça confond tous les avions, on est d'accord? Comment Qui ont- alors Là, on fait des avions qui ont tout confondu de l'histoire. Oui, L'avion donc qui a le le F4 beau Corsair ratio. plus le F4 Phantom. Très bien. Les deux peuvent compter. Alors, du coup, le chat est hyper partagé. Ouais. Soit F15, soit F4. Ils ont effectivement Ok. éliminé le F16. On va les éliminer un par un, comme ça on fait un peu durer le suspense. Le F16, il a fait du combat aérien, mais pas énormément de victoires. Il a été abattu de nombreuses fois, hein, quand on pense aux Turcs notamment. Le MiG-21, donc plus ancien, a fait aussi des victoires, mais de la défaite. On pense à la guerre du Vietnam par exemple. Le F4 a quand même une meilleure performance que le MiG-21. En nombre de victoires, il me semble qu'il est à plus de 400, 450, mais il a à peu près un ratio de 3 kills pour une mort, enfin une perte. Ok. C'est le F15 qui arrive donc en premier. Pourquoi? Allez. Il n'a pas autant de victoires que le MiG-21 ou le F4, mais c'est quand même 104 appareils abattus. Les Israéliens utilisaient du F15, donc déjà voilà, beaucoup de victoires de leur côté, mais tempête du désert, guerre du Golfe, les Américains ont très bien performé. Aucune perte en combat d'un F-15. Dans tout, comme le F-22, hein, comme tu l'as précisé avant, mais aucune perte pour 104 victoires. Il y a même une de ces victoires qui est assez particulière. C'est un F-15E, donc Strike Eagle, c'est un avion d'attaque au sol qui transporte des bombes, qui a fait un kill sur un hélico avec une bombe. C'est pas Donc vrai. là, C'est- ils sont forts, ces Est-ce que c'est un Américains. kill volontaire ou est-ce que vraiment c'est. Oui, oui, le c'était hasard cherché. Alors, ils ont énormément de chance sur le kill, mais ils ont réussi à l'avoir sur un Mi-24. Sur du coup la campagne en Moyen-Orient sur la guerre du Golfe. Bah après, ça reste un avion qui peut se poser avec qu'une seule aile. Oui, c'est vrai. De Les fait, Israéliens, ça diminue le nombre Oui. de nombre pertes. d'avions Et perdus. du coup, qu'est-ce qu'une défaite quoi c'est... En fait, parce que la notion de défaite est concevable sur le F-15. hein. Qu'est-ce que c'est ça veut dire? Bon, Tant qu'il reste un morceau de l'avion, c'est bon. prochaine question. Pas évidente celle-là quand même. Hein. Ah oui, voilà, t'es tu tricky, l'as- j'avoue. dans la J'aurais formation pu la et mettre tout, un peu là. plus tard. Laquelle de ces compagnies utilise toujours des Boeing 747 Swissair, Lufthansa, Air France ou ITA Airways? Il y a une personne sur ma gauche qui n'a pas le droit de répondre en théorie. Ouais, allez, je ne réponds pas. J'ai la réponse, mais je ne réponds Tu l'as? Ok. Antoine? Je me demande si Lufthansa ils en avaient pas encore. Est-ce qu'il n'y a pas
est-ce qu'il n'y a pas un petit 747 cargo qui traîne du côté de chez Lufthansa? Je verrais bien une version cargo, Ah oui, je pense cargo. toujours en activité, un 747-800. En tout cas, je verrais pas ça chez Suisse. Suisse et Air France, ça me ouais, semblerait vraiment... Air France, c'est sûr. Ouais. Suisse, c'est quasiment sûr. Parce que de fait, là... c'est sûr. Non, ouais. Et Ita Airways à Lufthansa. Je verrais bien Lufthansa, je suis Moi, je d'accord avec tente toi. ça aussi. Que dit Ok. le chat, cher camarade? Lufthansa. Lufthansa Bon, c'était bien la bonne réponse, Qui a Lufthansa. raison. Avec des tirés 8. Exactement, les plus récents, on va dire, les derniers, qui sont pas en version fret, hein, et version passager encore, Ok. qui permettent de faire des petits vols. Alors Lufthansa propose plein de liaisons, mais ils font aussi des liaisons assez particulières depuis Hambourg et Francfort, et des liaisons pas forcément très longues. Il me semble que tu peux aller à Malte en 747, donc c'est sympa. En plein cœur de l'été. Tu peux. Pas toute l'année, forcément, qui veut aller en hiver à Malte? C'est un peu compliqué. Ouais, en Europe, British aussi a toujours du 747, il me semble. Et sinon, depuis Paris, si vous voulez prendre un 747 tout récent, il y a Korean Air qui fait Séoul-Paris en 747-8. Merci pour Très bien. la précision. Ouais. Mais J'adore c'est ça. c'est vrai qu'il y a des gens qui sont assez fanas pour choisir leur destination de vacances en basant leur choix sur l'avion et la compagnie qu'ils vont prendre. C'était le cas notamment du Je vais m'éclipser. 380 où Airbus avait lancé, il me semble que c'est Airbus qui avait lancé un site Fly A380 où tu tapais en gros là où tu voulais aller et il te trouvait la compagnie qui le faisait en 380. Je comprends totalement. Prochaine question. En quelle Alors, année petite Ouais. correction, Swiss Air n'existe plus, maintenant ça s'appelle juste Suisse, ouais. Voilà. Ouais, Le chat nous rappelle alors. Excuse-moi. Est-ce que Swiss Air avait du 747 à un moment? Non. À un moment, je ne pense Je pas. crois pas. Pas à ma connaissance. Ils ont eu du On 340. a bien fait de Mais, l'exclure du coup. mais Suisse n'en a pas non plus. Ils avaient beaucoup de DC-10, DC-11, je crois, hein, pour Ouais. Swiss Air. En quelle année a eu lieu la première édition du brevet d'initiation aéronautique, le BIA? 1948, 1958, 1968 ou 1998? Coupe du Monde. Je pense que c'est plus vieux que 98. Mais pas si vieux que 48. Ouais. Moi je Donc, tenterais bien la 58 ou 68, mais je dirais 68. Ouais, aussi. moi aussi. Quel est l'état de l'aviation de loisirs en 68 Ah, bah, Je vous trouve très, Ah, c'est très vrai, direct. c'est vrai que vu comme Éliminé ça- directement en 1998. Mais- Parce que 1998, finalement, on rigole, hein, mais c'est 25 ans. Donc, Oui, bah, ça va, ça Il est désagréable. culturellement, est-ce qu'on avait ce besoin, vu le prix de l'heure de vol en 1990, avant 98, d'avoir un premier diplôme qui soit pour les jeunes? Ou est-ce Alors, que directement, C'est pas comme ça, c'est Est-ce peut-être que- juste des. Ouais. Ouais, alors quand on pense quand même à 68, c'est essor vraiment de l'aviation commerciale et du transport aérien de manière générale, est-ce que c'était pas aussi une manière d'amener les gens, soit être pilote, mais aussi mécanicien, avoir des fonctions d'ingénieur? On en avait besoin. est-ce que la phrase le BIA est plus vieux que le Concorde te paraît cohérente? Le Concorde a commencé un petit peu avant, n'a pas volé avant, il a commencé un peu avant. Moi je le tente mais quand même pour attirer Ouais, les gens justement je dans le tenterais secteur. 68 parce que pour moi, il me semble avoir vu des archives de tests de 95. Eh oui, cette année, pour la première fois, Ouais, c'est le brevet d'initiation aéronautique. Sur Ça les va archives de l'expliquer, l'INA, ça il faudra aller aussi. voir. Non, surtout pas. Bon, Bon. donc François, tu mises 98. Moi, j'aurais misé 98, mais vu que t'as des arguments, j'ai pas tellement de conviction. C'est peut-être par sens de l'opposition, je sais pas. Alors, le Mais je le chat sens. nous dit 98. Oui, mais le chat, je l'ai acheté. Et la Je sais réponse est 1968. mais Bien non. joué. Ouais, alors l'explication. l'explication. Sachant que avant le brevet d'initiation aéronautique, hein, il a été créé, il descendre il remplace le brevet élémentaire des sports aériens, qui lui était fondé en 1937. Donc 37, on a commencé un peu à mettre en place ses premières bases. Une fois que le BIA est revenu, on a fait des ajouts, notamment depuis, il me semble, 2015, l'histoire, un peu la géopolitique dans l'aéronautique. Ok. Donc c'est assez- assez ancien. Ça Et du en coup, jette. le brevet élémentaire des sports aériens, il avait quelle fonction? Enfin, est-ce qu'il apportait quelque chose ou est-ce que c'était que Je pense de que l'initiation c'était vraiment comme pour on dit? s'initier à l'aéronautique. Il y avait déjà des systèmes de bourse par les différentes fédérations ou c'est arrivé plus tard avec l'augmentation des coûts des heures de vol? Bonne question, je pense que c'est arrivé plus tard. Et en tout cas, c'était pas créé en 37 dans ce but-là. C'était vraiment Ouais. de pouvoir promouvoir l'aéronautique à de plus grosses personnes sans à devoir aller faire ses heures de vol ou quoi que ce soit. C'est pour que ce soit C'était le rendre accessible. Ouais, peut-être plus
une façon de convertir plus de gens au monde de l'aviation, quitte à booster derrière l'industrie. T'as tout à fait raison en fait. Effectivement. Ouais. Prochaine Pas question. Sympa. Merci Très pour bien. cette question originale. Bah, Tu arrives à te renouveler, c'est pas c'est... Un jour, j'y arriverai plus. Je suis sûr que l'histoire c'était pas après 2015 parce que j'ai passé mon BUA avant 2015 et j'avais déjà de l'histoire au programme. Alors, j'avais vérifié en préparant la Ouais. question et pour moi, c'était 2015. Sachant que moi, je l'ai passé en 2018, donc bon, Ouais, un peu après toi, mais... mais bon, on vérifiera. Ouais, avec plaisir. Avec quel moteur le Rafale effectue son premier vol le 4 juillet 1986 ? Je sens le piège. Un Snecma M53, un Snecma M88, le Turbotech TP R90 ou le General Electric GE F404. Je pense qu'on est tous d'accord pour éliminer la C. Turbotech. Ouais. TP. Tu 90. doutes de la capacité Mais de une entreprise qui a 5 ans. à remonter dans le temps. À remonter dans le temps, ouais. Moi, je suis quasiment sûr que c'est la réponse A parce que ça se fait quand même vachement de mettre un moteur qui fonctionne sur un avion que tu veux tester avant de mettre un nouveau moteur. Oui. Ouh, non. Est-ce que t'as une autre piste ? Non, je suis complètement d'accord avec toi. Mais dans ta question, t'as dit avec un moteur. Alors, c'est... Avec deux moteurs. Je peux d'accord, s'il avait préciser, c'est les mêmes. deux moteurs, c'est les deux Oui. mêmes, sur le premier Quel vol. S à la question. Avec quel moteur Oui, donc, ouais. Donc, on peut Les deux. imaginer Ouais, au je minimum deux je moteurs. partirais aussi sur M53 de Ouais. manière assez logique. Ok, Joris, t'aurais Ah, un avis bah, pour te... Si tu veux, enfin, premier vol, oui, M53, sinon. Ce serait logique qu'on a mis du La M50. Je crois qu'on avait mis du M53 sur le Mirage 4000. Ouais, Dassault totalement. l'avait développé en fonds propres. Ce serait tout à fait cohérent que pour un programme qui ressemble au Mirage 4000, mais dans une forme un petit peu plus 16 neuvième, on est du M53. En tout cas, on va pas mettre du G dessus, on est d'accord. Ça Non, ferait mais- tâche quand même. Oui, c'est clair que. Enfin, si jamais c'est pas ça, bon. Antoine, Pour l'avion français, ça aurait fait. j'ai un regret pour toi. La réponse, c'était bien le F404. Alors, Non. si. Mais non, Tu rigoles. Incroyable. Le développement du M88 avançait bien, hein, il était en cours de certification, mais ils ont pris du retard, donc ils n'ont pas eu la possibilité d'arriver au même stade au même moment. Sachant que le M53 est assez massif, hein, il a une poussée beaucoup plus importante que celle du M88, ce qui est logique hein, en soi, mais aussi plus volumineux. On a fait appel au F404, qui est le moteur du F18 Legacy Hornet. Qui est donc un avion comparable, on va dire, sur les perfomoteurs. Et donc, on avait utilisé deux F404 sur les premiers vols. On a après switché, on a fait un de chaque, un M88 et un F404. moi et après, j'avais ça comme. J'étais resté là-dessus, c'est pour ça que je te demandais si c'était bien les deux mêmes. J'avais ça comme info en tête et je me demandais si c'était pas le premier vol qui avait été fait comme ça. et non, j'ai non. plongé les deux pieds dans ma première erreur. Et donc, deux F404. Exactement, donc moteur américain. Ils ont été adaptés. Il me semble qu'ils sont toujours, alors à confirmer, mais sur le proto, donc le Rafale A, qui est au musée de l'air et de l'espace. Qui est à l'extérieur, non Exactement, C'est sous pas loin un du- des abris qui est pas loin du 747. C'est ça, ouais. Tout à fait. Voilà. La forme de tuyère est pas mal différente. Non, t'es beaucoup plus fermé à l'arrière du F404, Ok. mais ils ont réussi, ils sont forts. Ils sont très C'est forts. pas mal. Bon, et ben le chat était tombé dans le panneau. Hein. Ils Ah là ont là. tous dit M53. Ouais. Prochaine J'ai deux question. questions motoristes en 2 émissions où je me foire, attention. En quelle année a eu lieu la première manifestation aérienne à l'aérodrome de Cerny-la-Ferté-Alais ? 1950, 1960, 1970. Qu'est-ce qu'une 1980. manifestation aérienne La manifestation aérienne, tu organises un événement, tu viens C'est un peu plus que réaliser... juste des potes autour d'un barbecue et tu fais le show avec mon avion. Oui, C'est vraiment un truc public. c'est officiel. Officiel. Ok. T'as une idée, François ? J'ai une idée, mais tout à l'heure j'avais une idée et j'avais faux. Du coup, je vais rester dans la réflexion. Ça me va bien, ça, la réflexion. Et sinon, on veut la date et le nom du speaker. On a pas. Moi j'ai en tête, il n'y a pas eu les. J'aurais bien dit 2020, les 60 ans, ça aurait pu sonner. 2020 et 60 Enfin, ans. ça devait être avec le Covid, les 60 ans, et ça a été reporté. Non, il n'y avait pas un truc comme ça. Donc 1960. 60. Ah. Tu Ouais, vois j'aurais dit 50 parce que j'ai envie que ce soit vieux. Ouais. Et ça aurait été les 70 ans en 2020. Ah ouais. Je sais pas. Bon, je vais rester sur 60, mais ça, Ah, en tout cas 50 ça me vient aussi. Plus vieux, je pense pas. Plus jeune, pardon. Enfin, genre la C ou la D, je la vois pas. Je pense pas. Allez, je Le mise, chat, peut-être je mise sur 50 et le chat. Alors, François, d'avoir une petite réponse. Ah, je l'aurais mis soit en 60, soit en 50. Ok. Ouais. Bon, bah, on est un peu dans la Tiens, même et le chat nous dit 60, 70 à 50e année en 2023.
pas impossible. C'est C'est effectivement, carrément ça. c'est carrément ça. 1970, Aïe. juste après que l'homme ait posé le pas sur la Lune. Non, c'est vrai que la Ferté est finalement assez récent comme événement. On a fêté, donc, comme tu as dit, les Récent. 50 ans. 50 ans, quand même. Je ne l'ai fait pas encore. Mais voilà, donc un meeting qui a bien évolué et puis qui nous fait tous rêver. Hein. Et bravo au chat pour ceux qui l'ont eu. Bien joué le chat. Prochaine question. Quel est le premier président français à utiliser un avion dans le cadre de ses fonctions? On a même des questions politiques maintenant. Alors là, Charles de Gaulle, Vincent Auriol, Georges Pompidou ou Raymond Poincaré? Il va falloir que je révise quand même mon histoire. Parce que le problème, c'est que je les connaisse pas tous. Ouais, Ouais. bon. Pour faire simple, il y en a 2 de la 5ème République et 2 de la 4ème République. Voilà. Ça va quand même. Jusque-là, Ceux de la 5ème, je les connais. Ok, Euh, Ceux d'avant, oups. un peu moins. Bah, euh, Est-ce que ça a été fait à partir de la 5ème ou avant? Déjà, tu peux en éliminer dans la le moitié. cadre de ses fonctions. Bon, C'est-à-dire un, que... un ouais. avion alloué pour lui. C'est-à-dire que si par exemple, je prends un exemple au hasard, je prends Charles de Gaulle, il a fait des traversées transatlantiques dans ses postes, ses fonctions militaires, ça compte pas comme étant le premier président français à avoir utilisé un avion dans le cadre de ses fonctions. je dirais Poincaré. Ok, Antoine, Ah, une idée? franchement, Un peu là, au hasard, je- j'avoue. Moi je passe mon tour là, je juste aucune idée. On s'engage, Antoine. Allez, bah, je vais dire la B alors. Soyons fous. Ok, Vincent Auriol. et toi François, une idée? Ce Qui pourrait être assez fou pour... Moi, je fais vraiment confiance en Antoine. Je trouve que c'est Ah non. quelqu'un qui Alan, il en va qui pas. les gens n'ont pas assez confiance. Ok, donc Mais parce que je Et le comme recommande ça, pas de je faire pourrais confiance. le blâmer sur mon erreur. Pas Antoine, mal. Je suis complètement d'accord avec Très vous. bonne c'est idée. vrai. Donc tu valides pour la B. Eh bien, bonne initiative, c'était bien la réponse B, Vincent Auriol. Pas de blague. Félicitations. Merci Antoine. Le chat nous avait dit Auriol aussi, mais je soupçonne le chat de regarder sur internet. Ah là là. Donc, Ils ont un accès privilégié. On n'a pas. je pense. Donc bien, c'est bien Vincent Auriol. Alors, il me semble que c'était en Super Constellation à une époque. Sympa. Et donc, qui notamment de la famille, dans sa famille, il y avait Jacqueline Auriol. C'est un peu pour Qui ça que a je l'ai dit, fait- je me suis dit que je savais pas si c'était de la même famille. Mais ou pas, mais ça finalement, peut- vu qu'il était président avant Charles de Gaulle, on pourrait se dire Charles de Gaulle qui connaissait bien l'aviation. Mais non, Vincent Auriol a, dans ses fonctions, utilisé l'avion avant. Et donc, avant lui, personne n'a été transporté en tant que président par Un avion. l'armée. Non, Euh, non, non. non, de l'air, du coup. Ok. C'est intéressant. Prochaine question. Quel est le dernier module à être sorti sur DCS? Une petite question de simulation. Le F-15E Strike Eagle, la carte du désert du Sinaï, le F-15E, c'était d'abord le F-15E, maintenant le F-4 Phantom 2, et la H-64 Apache. Sachant que DCS, c'est Digital Combat Simulator, simulateur de vol accessible combat. au grand public. Ok, tu n'as jamais joué, bien évidemment. Non, 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 c'est pas mon genre. Il y a je un vote pour énorme le piège dans ta 747. question. Elle est compliquée. Enfin, elle est pas compliquée. C'est-à-dire, C'est en fait, dangereux. quel est le dernier module qu'on Qu'est-ce peut qu'un acheter module ou quel est le Non. dernier module qu'on peut utiliser? Qu'on peut utiliser. Je vais dire la carte du Sinaï parce que c'est marrant. T'as une idée ou pas? Oui. T'hésites entre... Moi, je dirais Non, non, le- moi je suis, sais qui c'est je suis à peu près sûr. Ok, Moi, je dirais le Apache. ok. Tu dirais quoi? Ah, moi je serais parti sur la réponse A, le Strike Eagle. Parce que le Phantom n'est pas encore sorti. Ouais. Justement, Hitblur galère. Donc, enfin, Hitblur galère. Hitblur affine les derniers, Ouais. les derniers C'est le paramètres de politiquement l'avion. correct. Qu'on salue d'ailleurs, les équipes d'Hitblur qui ont fait une super prestation au dernier VIF et qui sont venus présenter leur module justement. Ok. C'est en gros, ils arrivent à faire. Je peux parler un peu Oui, de la t'inquiète simulation ou pas? Clairement. Pour vous donner un petit peu, parce que je me suis amusé à y dire galère, je vais démystifier la chose. Ils ont réussi à émuler dans un simulateur de vol un système de système. En fonction de la durée qu'aura duré ton vol, peut-être que ta petite diode là qui est sous le cadran en bas à droite, que tu regarderas que si tu baisses la tête avec ton casque de réalité virtuelle, peut-être que elle, il y a une chance sur 997 pour qu'elle crame à la 57e minute. Mais ça, tu le sais pas. Il y a plein de trucs comme ça, des états d'usure dans l'avion. Tout l'avion en fait est intégralement simulé. On retrouve un petit peu des systèmes qui sont presque supérieurs à ce qu'avait X-Plane à sa grande époque. Et en gros, DCS c'est une coquille vide. Et après, chacun, ce qu'on appelle les third party, des développeurs, vont venir incorporer un avion à l'intérieur de cette coquille-là, qui donne accès déjà à plein de choses. Et
Et du coup, enfin, coquille vide. Il y a quand même des avions qui sont développés directement par Eagle Dynamics. Mais après, ça laisse la liberté à chacun des third parties d'arriver à venir créer un avion de A à Z. Et là, Hitblur, ils ont créé un avion qui est presque plus compliqué que le simulateur lui-même. Et c'est un tour de force. J'ai réussi à en parler avec eux, je les ai vus longuement en interview. C'était passionnant. C'était passionnant parce que eux, tout ce qu'ils veulent, et là aussi, hein, on est dans la veine, tout à l'heure on parlait meeting aérien, préservation. Moi, j'ai hâte de voir les premiers vétérans de l'US Air Force tester le F4 sur DCS et dire ok, j'ai l'alarme. Parce que beaucoup de souvenirs. Et ça, ça va arriver, comme c'est arrivé sur plein de modules, mais du coup, ça va être juste fabuleux. Tu sais à peu près combien de temps ça met à développer ce genre de module? C'est un temps en année. Hitblur, là, ils sont 5. Ça fait au moins 3 ans qu'ils travaillent dessus. Mais sachant que ça fait 3 ans qu'ils travaillent dessus, peut-être que la 3D, ils l'ont commencé en 2013. Ouais. Et qu'au fur et à mesure, c'est un module, c'est jamais vraiment fini. Et puis souvent, ils sortent des trucs des placards. Et là aussi, je leur ai posé la question, parce qu'ils sont sur plusieurs projets différents. Comment tu mets le stop? Et ça, c'est un problème qu'on peut tous avoir dans notre travail respectif. À quel moment tu dis non, là c'est bien, je veux pas que ce soit mieux, c'est terminé, je veux pas que ce soit mieux, je m'arrête au bien, ça m'ira très bien. C'est le problème de l'artiste. Hein, ouais, mais chez eux, c'est impressionnant. Et du coup, pareil, ils ont créé un vrai système d'intelligence artificielle en place arrière que tu peux commander depuis ta place avant, l'intelligence artificielle de la place arrière. Ouais. Selon les paramètres que tu veux, il est pas impossible que si tu fais n'importe quoi, le mec de la place arrière t'éjecte. Lui, tu te le module, t'es bien, t'es content, puis il s'en va. I'm out. Bye. D'accord. Mais c'est super intéressant. Pardon, je pourrais en parler des heures parce que la simulation, c'est un des premiers amours. Finalement que c'est ça, t'as le regard d'enfant dessus et puis t'es toujours passionné dessus. C'est incroyable. C'est impressionnant. Quand je compare à ce qu'était Locon en 200002 et ce qu'on a sur DCS, c'est l'expansion. Les progrès sont énormes. C'est impressionnant. Et puis bon, on a tout ce qui va avec. Enfin, c'est à la fois les puissances de calcul des ordinateurs, puis le code, puis l'investissement des gens. Il y a un essor de la simulation aérienne aujourd'hui qu'il faut pas ignorer. Et il faut bien comprendre que, ne serait-ce qu'aujourd'hui, hein, dans nos salons, on peut avoir un simulateur de vol qui est plus performant qu'un simulateur de vol professionnel d'il y a seulement 10 ans. Ouais. Ça, c'est incroyable. Et n'importe qui peut, enfin ça coûte un peu, mais n'importe qui peut se l'acheter et l'avoir chez lui aussi, alors qu'à l'époque, des professionnels... C'est pas beaucoup plus cher que des vacances au ski, qu'une belle télé, qu'une PlayStation. Enfin, c'est une histoire de curseur après à mettre à gauche ou à droite, hein, mais je trouve ça impressionnant. Pardon, on va en parler des heures, messieurs. On va t'aider dans la réponse. La réponse, il est fort cet homme. C'est bien le Strike Eagle. Donc, dernier module à être sorti le 20 juillet 2023. Il y avait un tout petit tricks parce que la carte du Sinaï est sortie à la même période, mais sortie, il me semble, 15 jours avant. Donc, dommage, Antoine. T'es pas passé par le hasard. Et effectivement, F4E prochaine, un des prochains add-ons à sortir, Hitblur, comme tu en as parlé. Et la page est sortie il y a quand même une belle année, il me semble. Une année et demie. C'était ma dernière question. Sur les dates. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé, le chat, vous trois. Pour juste conclure, une toute dernière partie, c'est le quiz sous la forme de Fast and Curious. Ah, vas-y, lance-toi. Je retrouve mes Fast and fiches. Curious, notre invité. Exactement. Ah, c'est pour Donc, moi. et c'est ça. Oui, encore au boulot. À la bonne heure. Le concept est simple, une question, deux possibilités. T'es obligé de répondre, t'as le droit à un joker quand même. Faut que j'argumente ou pas? Non, justement, t'argumentes pas. Ok. À la fin, si tu veux. À la toute fin. Mais Alexandre, ma morale t'appartient. est-ce que je commence fort? Armée de l'air à l'espace ou marine nationale? Armée de l'air, l'espace. Désolé, beaucoup. Salon du Bourget ou Salon de Provence? Salon de Provence. J'y ai fait quasiment 30 ans de ma vie. Patrouille serrée en PA28 ou PS en Alpha Jet? J'ai eu la chance de faire les deux. Patrouille serrée en PA28, Alexandre. T'es sûr? Certain. Commentaire sur Twitch ou commentaire au Carpodium? Carpodium. Riat ou Duxford? Riat. RSD ou A400M Tactical Display? RSD. Top Gun ou les Chevaliers du Ciel? Les Chevaliers du Ciel, parce qu'à un moment on voit le BDE à Salon avec le carrelage blanc et noir, c'est magnifique. Très précis. Dormir à la belle étoile sous un Alpha Jet ou une nuit dans un hôtel 3 étoiles? Belle étoile sous l'Alpha Jet. Non. F-35 Demo Team ou F-16 Dream Viper?
Dream Viper, 1000%. Désolé parce que j'ai bossé avec le F-35 Demo Team qui était super sympa. En plus de ça, leur speaker Jimmy était adorable. Mais le Dream Viper, c'est le Dream Viper. Petite bière en meeting ou dîner festif au mess officier? Petite bière en meeting, sans l'uniforme. Danger Zone ou I Ain't Worried? Danger Zone. C'est puriste. Merci d'avoir répondu aux questions, c'était très clair. Il n'y avait aucune bienveillance dans aucune de tes questions. Merci beaucoup. Il les a préparés vraiment. C'est que le diable. Méticuleusement. C'était ça tout à l'heure quand je suis arrivé, j'ai noté un air Rétro sadique que je ne connaissais pas et c'était ça en fait. C'était exactement ça. Non, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions d'Alexandre, à toutes nos questions et à tout ça. Alors, avant de nous quitter, le petit tour de table des recommandations. Alexandre, est-ce que tu veux commencer pour ta recommandation? Et je veux bien commencer. Recommandation de cette semaine. Aérocollector ce week-end. Vous pourrez retrouver donc samedi et dimanche à l'espace Charenton. C'est un salon des collectionneurs passionnés de l'aéronautique. N'hésitez pas à foncer. Nous, on commence à repeupler notre studio, donc j'irai y faire un tour. Et si vous voulez nous apporter des objets, n'hésitez surtout pas. Les étagères sont à vous. J'espère que vous avez remarqué ces éléments de décor d'ailleurs. Antoine? Moi, je vais faire une recommandation qui n'est pas aéronautique. Je vais recommander le Sailors Film Festival. Donc, j'avais déjà parlé un peu de voile dans une émission. Et donc là, c'est un festival qui a lieu dans toute la France. Bon, il y a encore quelques dates. Il doit rester 5 dates sur cette fin du mois de mars. C'est des très beaux films. Donc, c'est uniquement sur la voile de compétition. Que ce soit la course au large, la voile olympique, voilà, des films assez diversifiés et ça, c'est vraiment un monde assez intéressant qui change de ce qu'on peut voir comme film au quotidien. Et voilà, je vous recommande, donc il y a 6 beaux films, c'est dans plein de cinémas un peu partout en France. Il y a une date à Paris en particulier d'ici une semaine, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est produit par Tip & Shaft et ils ont aussi une plateforme de streaming pour ce genre de film. Donc voilà, si jamais vous aimez la voile de compétition, c'est toujours des beaux films. Merci Antoine de nous apporter le petit côté voile et un petit air de la mer dans ces émissions aéronautiques. Avec plaisir. Alors, pour ma part, je vous ai même ramené un extrait, si l'extrait veut bien se lancer. Ouais, il va se lancer, parce que je voulais vraiment vous donner envie. Alors ce que vous entendez actuellement, j'ai déniché cette petite pépite, enfin pour la remettre un petit peu au goût du jour. C'est le speech de Kennedy en 1962 sur l'effort à mettre sur la conquête spatiale. Et donc c'est mis en musique en fait par un groupe qui s'appelle le Public Service Broadcasting, qui a fait tout un album avec vraiment les moments clés de la conquête spatiale. Vraiment, de 1957 à 1972, avec toutes les bandes-son d'archives, mis en musique sur un style un peu rock électro. C'est franchement fabuleux. Vous pourrez trouver tout ça sur YouTube, sur Deezer, sur Apple Music et sur toutes les plateformes de podcast. Donc j'espère vraiment que je vous ai donné envie d'aller l'écouter. C'est formidable. Ça s'appelle The Race for Space, c'est ça? Et ça s'appelle tout à fait The Race for Space, du Public Service Broadcasting. Sorti le 23 février 2015. Toutes les informations. Il est fort. Merci pour cette petite recherche. Quelqu'un qui a été chercher loin. Nickel. Et ouais, avec grand plaisir. Et pour conclure, François, pour conclure, si tu as une petite recommandation pour nous. Une petite recommandation pour ce week-end. Alors, pas d'un point de vue direct lié à l'aéronautique, mais si vous allez au Groupama Stadium pour voir le match France-Angleterre de rugby, n'hésitez pas à passer nous voir. On sera justement porte sud avec un Alpha Jet aux couleurs de la patrouille de France et des simulateurs de vol. Si vous voulez passer, ce sera avec grand plaisir. Et plus largement, une recommandation sur toute l'année, parce que je pense pas que je sois amené à revenir ici toutes les semaines. À mon grand regret, parce que j'ai passé un super moment. Merci encore, messieurs. merci à toi. Si vous passez dans le coin de Marignane, n'hésitez pas à aller voir le musée d'aéronautique de Saint-Victoret. Ils ont de très beaux avions, notamment un CL215. Je suis un grand amoureux de cet avion. Et du coup, n'hésitez pas à passer à ce musée-là. En plus de ça, comme tous les musées, c'est une association. Donc passez les voir. Super, merci beaucoup pour la Avec recommandation. On n'y manquera pas. Alors j'aimerais laisser le dernier mot au chat. Qui nous recommande Master of the Air, dont tu avais déjà parlé, Alexandre. Également Band of Brothers, qui est une série, et il paraît dans le même style que je n'ai pas regardé personnellement. Et on nous demande de répéter le nom du festival de course au large. Alors c'est pas que de la course au large, hein, c'est la voile de compétition en général, et c'est le Sailors avec un Z Film Festival. S-A-I-L-O-R-Z. Ouais, c'est ça. Film Et sinon vous tapez Festival. Tip & Shaft, voilà, T-I-P, and Shaft.
SHAFT. Exactement, voilà. Ok. c'est- Super. Merci beaucoup Antoine, merci Alexandre, merci énormément François d'être venu. Grand Merci plaisir. à Nico à la technique, Liam à la préparation de cette émission. Et merci au chat d'être toujours fidèlement présent pour toutes nos émissions. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, donc jeudi dans 2 semaines, avec un nouvel invité. Suivez-nous sur les réseaux sociaux si vous souhaitez en savoir plus. Et à bientôt. Merci à toi.